Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode qui s'annonce une nouvelle fois riche et passionnant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui nous revient tout droit des championnats de France de cross-country en Bretagne à Carré, où malgré tous ses efforts, le top 50 s'est refusé à lui. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien, la logistique pour aller en Bretagne est un peu complexe, mais je suis bien rentré dans mon trièvre. Et ouais, tu l'as dit, pour 3 places, mon rêve de top 50 s'est refusé, mais je retiens un start déplorable où je devais bien être dans les 200e, voire plus. Et donc du coup, personne m'a doublé pendant la course, si ce n'est un coureur réunionnais, mais que j'ai réussi à battre sur un sprint furieux. Matt n'en a pas raté une miette. Et surtout le plus important, je me suis beaucoup amusé sur ce parcours et puis j'ai surtout pu vivre tout le spectacle des autres courses parce que c'est le gros plus d'être master, c'est qu'on fait notre course à 9h et après on peut profiter toute la journée tranquillement de tout ce beau spectacle qu'il y a sur ces championnats de France de cross. Tu seras accompagné par celui qui a déjà hâte de nous régaler dans 3 semaines sur les sentiers vauclusiens à l'occasion des France de Trail. Mathieu Delpeuch, comment ça va ? En effet, la forme monte gentiment, on est au cœur de la prépa, là, les belles séances s'enchaînent et les sensations sont pas si mal. Bien inspiré par le sprint phénoménal de Nicolas Martin, j'espère faire la même aux France, ne pas perdre une miette sur les derniers mètres de la course. Malheureusement, du coup, pas trop le temps pour monter les vidéos YouTube qui commencent à s'accumuler dans le logiciel de montage. Promis à tous les abonnés, je m'y mets vite pour essayer de vous livrer 2 vidéos d'ici les France. Bon, on espère que ce sera un sprint un peu mieux que pour la 50e place quand même. On espère aussi quand même. Enfin, celui qui, avec toute sa bonté en tant que meilleur kiné de France, propose des formations à toutes celles et ceux qui souhaiteraient eux aussi un jour rentrer dans la cour des grands de cette profession. Théo Robin, comment ça va ? Ça va bien. Alors, je suis toujours en désaccord avec ce titre fallacieux de ce running gag. Mais ouais, la forme, toujours pas mal de boulot en ce moment. C'est les dernières belles semaines de prépa pour le marathon de Milan. Je vous avoue que c'est sympa la route, mais j'ai déjà hâte de ressortir les bâtons et de marcher dans une bosse. Et puis, j'ai surtout hâte que la saison de trail se lance pour de vrai. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui a découvert les joies du marathon en ski de fond cet hiver. Alexandre Viol, comment ça va ? Est-ce que la neige est encore bonne avec ces météos printanières au Grand Bornand ? Alors tout va bien, très content du retour du soleil, mais malheureusement, comme tout le monde sans doute, la neige elle est catastrophique passé 10 heures. Mais si on arrive à se lever tôt et être sur les skis dès 8 heures, comme je n'arrive pas du tout à le faire, les premières traces sont quand même assez agréables à faire. Malgré tout, je vais quand même assez vite ranger les spatules dans le placard et on va pouvoir gentiment commencer à allonger les distances sur les sentiers. Et puis j'ai pris toujours autant de plaisir à suivre, comme chaque année, de magnifiques France de Cross en terre bretonne et promis sur les prochains qui seront organisés là-bas, j'espère dans pas très longtemps, je ressors les pointes et je mise tout ma saison hivernale sur une qualif aux France. Et avant de te laisser nous donner le programme complet de l'épisode, on rappelle une fois de plus que vous pouvez nous suivre sur Instagram pour ne rien rater des extraits du podcast et venir échanger, débattre avec nous. Également sur le canal Instagram YouTubeX où on vous pose régulièrement des petites questions. Je rappelle aussi la présence des timecodes en description si une partie du podcast vous intéresse plus qu'une autre. Évidemment, on ne pouvait pas faire tout ce projet sans nos partenaires annuels. Merci à Brooks, l'équipementier, de nous soutenir. Et puis aussi merci à UpTrack, la plateforme de streaming sport et aventure, film docu, masterclass, de quoi bien vous occuper pour en apprendre toujours plus sur le trail et le sport outdoor. Vous êtes déjà nombreux à avoir utilisé notre code LTQA pour bénéficier des 3 mois offerts pour un abonnement annuel. Tout est dans la description. Vous êtes beaucoup à nous avoir dit de ne pas regretter d'avoir fait ce choix, donc ça nous aide beaucoup. Merci d'avance. Et puis encore une fois, la façon la plus simple de nous soutenir, c'est tout simple. Il suffit de partager ce podcast autour de vous, nous noter sur les plateformes d'écoute. Merci à tous et sans plus attendre, Alex, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera par les traditionnelles actus du LTQA avec toutes les grosses perfs du week-end qu'ont retenu chaque membre de l'équipe, dont une qui nous a particulièrement marqué, celle de Marco Dajou, championne de France de cross-long que nous avons eu la chance d'interviewer quelques jours après son sacre. On enchaînera avec un sujet consacré à la quête du Golden Ticket pour la Western State qui attend nos Frenchies Thomas Cardin et Vincent Bouillard le 21 mars prochain à l'occasion du Chianti Ultra Trail. Pour échanger avec nous là-dessus, qui d'autre que les deux principaux concernés ? Oui, Thomas Cardin et Vincent Bouillard seront avec nous, l'un pour nous parler de sa découverte de l'ultra et de son rêve américain, l'autre pour nous parler de son retour sur la course qu'il avait vu affronter Kylian l'an passé et obtenir sa qualification à sa première western qu'il avait malheureusement dû abandonner. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine by UpTrack. Un programme bien dense fait avec amour et passion, le trail qu'on aime épisode 39, c'est parti. Jingle. Le trail qu'on aime, épisode 39.
Allez, on démarre directement cet épisode avec les actus et ce qu'a retenu chaque membre de l'équipe sur ces 2 belles semaines de compétition. Et on commence de suite avec Mathieu qui a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Oui, malheureusement, un petit coup de gueule. Hein. On a a été publiée la nouvelle grille de primes des Templiers et j'avoue que ça m'a laissé perplexe. Donc évidemment, j'ai commencé par leur écrire d'abord en direct pour leur donner un petit peu mon avis et mes pistes de réflexion sur le sujet. Elle a été reçue avec les invitations pour les élites pour 2026 et j'ai pas eu de réponse et je me suis dit que ça peut être quand même pas mal de donner mon avis ici sur ce podcast. Pour que c'est quand même un sujet qui touche plutôt les élites, mais s'il y en a d'autres qui ont envie de leur écrire, je pense que ça peut être pas mal de leur donner notre avis sur l'évolution de cette grille de primes et comment ça influence leur épreuve. C'est un sujet dont j'avais envie de parler parce qu'il touche quelque chose d'assez profond dans le sport. On pourrait se dire c'est un problème de riches et qui touche que les élites, mais cet exemple il montre bien la manière dont on valorise les performances aujourd'hui et ce que ça raconte sur le trail qu'on veut construire. Les Templiers, historiquement, c'est quand même une course majeure qui participe vraiment au développement de nos sports, qui est impliquée, qui est engagée dans la lutte antidopage. Mais là, je comprends pas leur politique de prime. Je vous dresse le tableau rapidement. Il y a 3 courses qui sont primées. Donc, l'historique 80 km, qui est la course reine, la seule course du dimanche sur la semaine de course. Et puis ensuite, il y a le 100 km aussi qui est primé. Et le marathon d'Écosse. Donc, le marathon d'Écosse qui fait une quarantaine de kilomètres. Et donc, le marathon et le 100 km sont primés sur les 3 premiers. Alors, sur le 100 km, le premier va gagner 5 000 €. Et pour le vainqueur du marathon d'Écosse, c'est 3 000 €. Et puis ensuite, c'est dégressif sur les 3 premiers. Et le 80 km, quant à lui, il y a 10 000 € à la gagne, ensuite 4 000 € à la deuxième place, et ça descend jusqu'à 400 € pour le 10e. Et ça pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on veut vraiment valoriser? Qu'est-ce qu'on voit? Parce que on voit que le 100 km est plus mis en avant que le marathon, alors qu'il y a beaucoup plus de densité chaque année sur le marathon d'Écosse que sur l'endurance où il y a 4-5 très forts mais ça descend très vite, alors sur le marathon il y a beaucoup plus de niveaux et il y a moins d'argent à gagner. On voit aussi que le vainqueur de l'endurance gagne moins que le deuxième de la course phare, alors que c'est censé quand même être la course où il y a plus de densité sur le week-end. Donc forcément ça crée une forme d'incitation. Est-ce qu'on choisit sa course pour le défi sportif de se confronter à tous les meilleurs ou pour la logique économique? On a 2 courses attractives alors qu'elles ont seulement 20% de différence dans leur distance. Donc, comment diluer un plateau de coureurs et rendre nos sports moins lisibles, c'est un très bon exemple. Et puis, un autre point qui m'interpelle, c'est l'équilibre entre les formats. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, le marathon d'Écosse et l'endurance sont les courses primées, mais alors qu'on a un 3e format où il y a quand même une densité qui se dégage aussi, c'est la VO2, le format qui fait une vingtaine de kilomètres, qui rassemble aussi une densité énorme, bien plus que sur l'endurance avec des spécialistes du court. Et donc, à mes yeux, ça serait plus cohérent de valoriser 3 formats bien distincts, un format court, la VO2, une vingtaine de kilomètres, un marathon, et la course reine, le format long, pour créer vraiment 3 courses élites qui sont complémentaires au niveau des distances. Donc voilà ma petite réflexion, c'est une réflexion de passionné, d'athlète qui vit ce sport de l'intérieur, qui voit aussi comment ses choix influencent concrètement les décisions des coureurs. Parce que très honnêtement, en voyant cette grille de primes, je me suis moi-même posé la question, est-ce que je vais pas plutôt aller sur le 100 km que sur le 80, parce que financièrement c'est quand même très attractif. Et donc c'est dommage d'avoir ces 2 courses qui se concurrencent sportivement. Mais au fond, la vraie question, c'est pas forcément que l'argent, c'est aussi tout ce que ça raconte, ce qu'on décide de mettre en avant dans notre sport, la densité, le niveau réel de performance, l'histoire des courses, ou simplement, encore une fois, juste l'ultra-distance parce que ça semble plus impressionnant à première vue. Et moi, je trouvais que c'était un débat intéressant à avoir collectivement et que les élites aussi donnent leur point de vue là-dessus et écrivent aux courses pour essayer d'influencer les choix en fonction de ce qui nous tient à cœur. Est-ce que t'as une réponse, tu l'as dit ça de la course ou pas encore? Ça fait presque 2 semaines que je leur ai écrit. Pour l'instant, ils m'ont pas répondu. Ça marche, affaire à suivre. On vous tiendra au courant si jamais voilà. une petite réponse de leur part. Yo, c'est le Mathieu du montage, là j'étais en train de réécouter la rubrique et je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop à charge, il faudrait pas non plus cracher dans la soupe. Je voulais rappeler que tous les athlètes élites étaient reconnaissants, étaient contents de voir des primes sur les courses et je voulais juste avec cette rubrique remettre un petit peu de contexte. C'est pas parce qu'il y a des primes qu'on peut pas prendre de recul et qu'on peut pas critiquer ça, mais il faut quand même rappeler que c'est un des premiers événements en France à avoir mis des primes, à valoriser les performances des athlètes. Franchement, à part le marathon du Mont Blanc où il y a des primes qui sont équivalentes, voire un petit peu plus supplémentaires, un petit peu moins dégressif sur le top 10. Il y a que les finales UTMB qui permettent d'avoir des primes comme ça en France, donc c'est un événement qui fait le plus pour récompenser les élites, les athlètes élites, qui les invitent avec des frais d'inscription réduits, avec le logement pour les tout meilleurs. Donc merci aux Templiers, à tout ce que vous faites pour les élites, mais voilà, c'était une petite piqûre de rappel avec quelques petits questionnements pour continuer d'améliorer tout ça. Merci, allez, on rend l'antenne. Et puis, est-ce qu'on enchaîne avec
Un deuxième coup de gueule, Mathieu? Allez, aujourd'hui, on tape du poing sur la table. C'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus une désolation. Ça, c'était plus vraiment à prouver et à démontrer, mais en écoutant le débrief de la Black Canyon 100 de Anthony Costales, donc, qui a fait deuxième et qui passait en interview chez Free Trail de Dylan Bowman. Donc, il avait gagné en 2023 cette même course et il a fait troisième de la Western. Et il explique au détour d'une phrase anodine qu'une connaissance à lui sur le parcours lui tend à un moment donné un ibuprofène et qu'il était trop content car il en avait vraiment besoin parce que son genou lui faisait mal. Et en fait, c'est même pas quelque chose sur lequel rebondit l'intervieweur, puisque c'est vraiment, on se rend compte que c'est vraiment anodin et banal là-bas, outre-Atlantique. Mais moi, ça me pique les oreilles quand même quand j'entends ça et qu'on fait pas de message de prévention sur la santé autour de ça. Je me demande même d'ailleurs s'il y a d'autres pays que la France qui trouvent pas ça normal et où les gens sont informés des risques potentiels sur la santé de telles pratiques de prise d'AINS couplées à des efforts intenses en ultra. On le rappelle, les impacts sur la santé, les risques sur le rein, le système digestif, ils sont quand même pas négligeables. Donc voilà, je termine cette petite prise de parole avec un clin d'œil à la victoire du couple Albon qui s'est imposé à Transgran Canaria, mais qui cette année malheureusement n'a pas publié son plan de légal doping comme Henriette avait pu le faire l'an dernier, avant de se rétracter rapidement. Mais voilà, donc on n'a pas plus d'informations sur la quantité et le timing des prises du couple Albon le long du parcours. Quel dommage. Juste, je rebondis rapidement, mais c'est quand même en France, ça a marqué puisque j'ai vu une vidéo de Jonathan qui avait été publiée, je crois pas, par Distance Plus, où à la sortie d'un ravito, il prend quelque chose et que dans les commentaires, certains disaient ah tiens, sûrement un paracétamol. Donc la preuve que ça a quand même un peu marqué les gens cette histoire de légal doping l'année dernière. Mais c'est important et on le répète vraiment en termes de santé en priorité. Qu'il faut pas les signaux du corps sont là pour aussi mettre des limites, donc c'est important d'être vigilant mais je te rejoins complètement, Mathieu. Je pense que c'est très culturel et je pense que dans certains pays ça pose beaucoup moins de problèmes éthiques de faire ça. Bah Nico, on reste avec toi. Raconte-nous un petit peu ce que t'as retenu toi de ton week-end et de ces 2 dernières semaines de compétition. Ouais, je vais vous faire un débrief quand même des France de cross en premier lieu, parce que c'est un peu ce qui a marqué. Une ambiance qui était quand même assez incroyable. J'ai trouvé que vraiment on arrivait à oublier un peu le mal aux jambes qu'on avait, parce que ceux qui font du cross savent que c'est quand même un effort vraiment difficile. Et pourtant on était la première course le dimanche matin à 9h, mais il y avait déjà beaucoup de bruit sur le parcours. Et j'ose imaginer ce que c'était l'après-midi pour les coureurs. Bon, il y avait beaucoup d'ambiance puisque j'y étais aussi. Et puis bon, moi j'adore vraiment cette ambiance de cross. Pendant une grande partie de ma carrière, je le faisais pas parce que c'était pas toujours idéal dans la préparation, mais c'est alors bien sûr c'est ultra compétitif puisque aux France il y a que les gens qui ont été triés sur la perf qui ont pu se qualifier, mais tu peux vraiment rencontrer des coureurs de haut niveau, discuter. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, je pense, garder de manière générale dans le sport. Et puis moi j'aime beaucoup cet événement qui réunit toutes les disciplines de la course à pied. C'est quand même vraiment top. Donc une très très bonne ambiance. Les Bretons nous ont très bien reçus et c'était hyper bien organisé. Et visiblement ça avait encore passé un petit cap par rapport à 2023. Et puis on a eu une bonne météo avec le soleil breton. Et le parcours, du coup, moi je m'attendais à un chantier plus gros que ça après le revisionnage des France 2023, et notamment le fait qu'il a énormément plu sur la Bretagne tout cet hiver, mais les 15 derniers jours plus cléments avaient relativement asséché le parcours. On a eu quelques gouttes de pluie le samedi. Mais finalement, bon, pour notre première course master, c'était encore assez boueux, mais ça s'est un peu asséché au fil de la journée. Néanmoins, un parcours vraiment chouette pour un cross qui était physique, peu de temps mort, des relances, des côtes plus ou moins raides. Voilà, vraiment joueur, j'ai pris beaucoup de plaisir à batailler dans la boue. Donc de loin le meilleur cross que j'ai fait cet hiver en termes de parcours. Et puis sur les différentes perfs à retenir, parce que c'est aussi ça le cross, c'est la perf en premier. On en a parlé en introduction, mais la victoire quand même assez inattendue de Margot Dajou sur la course du cross long féminin. C'était vraiment moi, titre personnel, vraiment un beau moment de partage et de sport, puisque j'étais avec Patrick Bringer, son coach, qui a été aussi le mien pendant toute ma carrière, ou quasiment toute ma carrière. Et c'est vrai que on savait qu'elle était en forme, mais de là à l'avoir gagnée, c'était vraiment super beau. Ça m'a tiré même quelques larmes de cette ligne droite d'arrivée, parce que ouais, c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les jours de connaître forcément quelqu'un qui gagne les France de cross.
Et sinon, on aura noté que la Bretagne étant difficilement accessible depuis nos montagnes, il y avait assez peu de trailers montagnards au départ. Je vous ai fait un petit résumé à la fois des montagnards puis aussi un petit peu des résultats. On aura noté la présence de Théodore Klein qui est médaillé de bronze, qui va remettre en jeu cette médaille cette année on lui souhaite sur les championnats d'Europe de course en montagne, qui fait un top 25 sur le cours. Baptiste Fourmont qu'on avait accueilli, qui fait 11e et qui s'offre le titre par équipe avec son club du Désignes-Mézieux Athlétisme. Maël Henrique qu'on a vu l'année dernière sur les Golden, qui fait 21, Boris Orlac 38 et puis Anthony Pontier 47, ainsi que Mathieu Le Fur 64. C'est les seuls, il me semble, dans le top 100. Oui, passé Maël Allaire qui avait quand même été annoncé dans les favoris en début de Ouais, course. Maël Allaire qui était malade, qui a eu une course très difficile, qui a fini, je sais plus exactement, mais 230e par là, mais très très loin de son niveau. Voilà, pour donner une ordre d'idée, son coéquipier de club avec qui s'est bataillé un peu tous les verts, Sacha Perrier fait 31, je crois. Donc voilà, c'était un petit peu dur pour Maël. Je l'avais senti aussi pas mal stressé avant le départ. Donc sans doute qu'il se sentait pas très bien non plus. Il avait un peu peur de ce start, même s'il avait la chance d'être un peu privilégié avec sa gagne au demi. Il avait le droit d'être dans le SAS Elite. Et chez les femmes, on en a parlé, la victoire quand même de la tenante du titre U20 de course en montagne, Margot Dajou. Le grand éclat athlétique de Blandine Lirondem, puisqu'elle termine 9e et 8e française après avoir été lauréate de la Diag en octobre. Et puis Alice Munier qui a connu les sélections toutes les dernières années chez les jeunes en équipe de France de course en montagne, qui termine 20e et 2e espoir pour sa première année dans la catégorie. Et puis de manière plus générale, on aura noté la très solide victoire de Félix Bourg, qui double la mise après sa victoire à Châlons l'année dernière. Et à titre personnel, je regrette un peu l'absence des Français qui avaient été sélectionnés pour les mondiaux, puisqu'aucun des 5 coureurs présents aux États-Unis n'était au départ des championnats de France, et notamment Étienne Daguinos, qui était au même moment en tentative de record de France du semi à Lisbonne, et malheureusement il a pas fini la course. Et puis un autre de ses coéquipiers pour les mondiaux, Valentin Gondouin, qui voulait passer sous l'heure de course, a terminé je crois en 1h et 30 secondes. Donc voilà, on aura noté la défaite des quand même grands favoris, Aloïs Abraham chez les juniors et Méziane Benamou en cadet, qui étaient vraiment les grands favoris. Aloïs Abraham a notamment terminé 13e des championnats du monde de cross aux États-Unis chez les juniors. Mais le sélectif circuit de carré aura sacré le triathlète Lenny Remer-Mancini chez les juniors, et puis le gars pensé Gaspard Petit, un coureur de 800 mètres qui n'était pas attendu, qui a battu Méziane Benamou, qui a, on le rappelle, alors je fais ça de mémoire, mais il me semble un record sur 10 km autour de 29-20 chez les cadets. C'est assez hallucinant. Et puis dernière petite stat, Jade Elimer, qui poursuit la dynastie féminine avec le titre en cadette. On rappelle que son papa Driss Elimer est le recordman du nombre de victoires au championnat de France de cross, avec 11 victoires, et qui a été pendant longtemps l'un des meilleurs temps français sur marathon, avec un 2h06 38 ou quelque chose comme ça, l'année du marathon de Paris où Benoît Z avait battu le record d'Europe. Oui, je complète juste avec aussi une très belle image à laquelle on a pu assister sur le cross-court masculin, quand même, avec le triplé historique de trois Bretons. C'était assez fou. En plus, la course a été pleine de suspense. Ça s'est joué au sprint sur la fin, et je crois que c'était une première depuis l'histoire des France de cross où 3 athlètes de la même région ont fini aux 3 premières places. Donc encore des très beaux France de cross. Merci beaucoup Nico pour ce beau petit récap. Théo, toi t'as retenu des petites choses de ton côté? Ouais, alors j'avoue que ce week-end j'étais en formation, donc j'ai quasiment rien suivi, que ce soit au niveau du semi-marathon, des crosses ou même du rugby, à part quelques petits messages avec des athlètes qui couraient. Les quelques infos qui m'ont marqué, bon, vous l'avez dit, c'était le triplé breton sur le cross court, la victoire de Margot Dajou sur le cross féminin. On a l'impression que ça y est, la nouvelle génération commence à prendre les rênes. Et puis c'est aussi quand même le record du monde sur semi-marathon de l'Ougandais Jacob Kiplimo. C'était à Lisbonne. Ça paraît complètement délirant comme chrono, et puis en espérant que tout ça, évidemment, ça soit propre et que ça soit pas discuté dans quelques mois. CF, le Marocco du dernier épisode sur le documentaire de Fatch. On rappelle juste que il a
rebattu entre guillemets le record parce qu'il avait battu l'année dernière à Valence, hein, encore plus impressionnant, il me semble 56-40 ou quelque chose comme ça, mais le record avait été invalidé puisqu'il avait couru trop près de la voiture de l'organisation, ou plutôt la voiture de l'organisation était trop prête, donc il a repris possession du record en étant un tout petit peu moins rapide, mais tu l'as dit, ça reste monstrueux. En effet, c'était à Barcelone, il était passé sous les 57 d'une bonne Ouais. marge, mais on l'avait vu de nos yeux un petit peu proche de la voiture. Ouais, on avait douté, on était là-bas avec Brooks, et c'est vrai que dès l'arrivée, on s'était dit, ouais, il a quand même couru très proche de la voiture toute la course, c'était assez bizarre. Et on peut faire peut-être, je sais pas si quelqu'un l'a émis, mais un peu les résultats des Français, notamment sur le semi à Paris. Ouais, tu les as en tête, Nico? Bah, le Ouais, premier, c'est j'ai en Victor tête Moreau. avec juste pour situer un petit peu le niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec on a parlé du titre du Désigne Messieurs Athlétisme, mais certains très bons coureurs de cross rhône-alpin étaient présents sur le semi à Paris, avec notamment Victor Moreau, premier français du marathon de Paris. Alors je fais les chronos à peu près de Du tête, semi. mais 1h03-20 à peu près. Et puis suivi d'un autre coureur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Igor Bugno, qui est arrivé 1 ou 2 secondes après. Et puis Louis Michel, le jeune espoir du Clermont athlé, qui avait terminé 4e des demi entre les coureurs du Désigne Messieurs Athlétisme et puis Sylvain Cachard, qui a fait lui aussi un chrono en 1h03-40, il me semble, de mémoire. Donc d'excellents chronos, c'est aller vite pour nos coureurs français à Paris. Ouais, je rebondis juste sur ce que tu avais dit, Nico, un petit peu juste avant sur les crosses. C'est vrai que c'est assez dommage, moi je trouve parfois de voir beaucoup d'athlètes faire les quarts, les demi et pas aller aux France de cross. Après, on sait qu'il y a beaucoup d'échéances qui arrivent de plus en plus tôt et la route qui attire aussi de plus en plus d'athlètes. Est-ce que peut-être avancer des France de cross en termes de calendrier, ça pourrait pas être une petite solution pour qu'on ait encore plus de densité à ce moment-là? C'est là qu'on voit que tu as un expert, Alex, puisque c'est dans les tuyaux, il me semble, au niveau de la Fédé française d'athlètes, d'avancer un petit peu les France de cross. Ah bah, ce serait magnifique. Et bah justement, si on avançait les France de cross, peut-être qu'on verrait certains athlètes que je vais citer qui ont bien performé ce week-end et qui sont en pleine prépa, eux, des France de trail. On a vu quelques-uns des athlètes qui seront sûrement des protagonistes au top 10 ou au top 5, voire à la victoire, qui se sont illustrés ce week-end avec notamment Rémi Brassac et Pierre Livache qui étaient présents au Seven Trail sur le 23 km, qui ont fait une petite démonstration, et notamment Pierre qui a réussi à l'emporter avec des allures assez folles. On a vu aussi Robin Juaguet emporter la course sur le 42 km. On a vu Alexandre Melleux au trail de la Cité de Pierre sur le 31 km l'emporter aussi devant Valentin Bénard. Donc voilà, tous ces athlètes ont l'air bien en forme. Donc Mathieu, t'auras une belle concurrence dans quelques semaines, mais tu seras prêt pour affronter tout ça. Et puis allez, un petit clin d'œil quand même. Parce que je parle au moins du Cantal une fois par épisode. Petit clin d'œil au perf Cantalou du week-end où le département a bien été mis en avant grâce aux victoires de Loïc Lacassagne et Per Régade qui ont fait premier et deuxième sur le 42 km du Black Mountain Trail du côté de l'Aude près de Carcassonne, et puis François Boulard qui a lui remporté le format 40 km du Samperico Trail au Pays Basque, où on a pu voir notamment les victoires de Maëva Danois et de Guillaume Tiffen sur le format 23 km. On a fait le tour sur les actus, les amis. Allez, on salue aussi Margot Lemap qui n'a pas pu venir avec nous partager cet épisode puisqu'elle est actuellement en train de couvrir en tant que photographe vidéaste la Pierre Menta. Et donc on va quand même suivre ça avec attention cette semaine, de ce qui se passe du côté d'Arèche-Beaufort, parce qu'il y a une densité folle, vraiment. Il y a des équipes de très très haut niveau qui se sont formées pour aller se battre dans les montagnes du Beaufortin. Et là, pour le coup, il y a pas mal de trailers. On reste quand même un petit peu dans les actus, puisque je vous le disais un peu plus tôt dans le sommaire, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec la championne de France de cross, Margot Dajou, après sa magnifique victoire dimanche dernier dans le Labour de Carré, où on a évoqué ensemble cette folle victoire, son parcours, sa relation avec son entraîneur de toujours, Patrick Bringer, mais aussi sa polyvalence, elle qui performe aussi bien sur route, sur piste, en cross, mais aussi en course en montagne. On vous laisse avec cet entretien et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve avec Margot Dajou, la championne de France de cross long à Carré en Bretagne cette année. Margot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, comment ça va et est-ce que tu as eu le temps de réaliser ton exploit? Déjà, merci beaucoup. Et ouais, effectivement, je sais pas si j'ai réalisé, mais en tout cas, ça va déjà mieux. J'ai un peu récupéré. Et puis, je profite de ces moments parce que je pense que ce sera pas tous les jours. Donc, ouais, c'est clair que c'était sympa.
T'as coupé un petit peu la course à pied là depuis quelques jours ou t'as repris assez vite l'entraînement? Non, j'avais repos lundi. Hier, j'ai fait un footing avec des copains et aujourd'hui, je vais faire un peu de VTT et puis je reprends l'entraînement demain. Bon, comme beaucoup d'observateurs et d'amateurs de cross, on t'attendait assez haut dans le classement sur le crossement féminin. De là à remporter la course, je pense que t'as surpris quand même pas mal de monde et t'as dû te surprendre aussi toi-même. Et Ouais, c'est ce c'est qui est clair. beau dans ce sport et dans cette discipline. Raconte-nous un petit peu, c'était quoi tes objectifs de place avant le départ? Est-ce que t'en avais déjà ou est-ce que t'étais vraiment focus sur je fais ma course et puis on verra et je me fixe pas de limite? Bah, c'était un mélange des deux. Je savais que l'année dernière, j'étais partie plutôt autour de la 50-60e place et j'étais remontée jusqu'à la 23e place. Donc l'objectif cette année, c'était d'essayer de partir avec les groupes de tête et de voir jusqu'où je pouvais entre guillemets tenir, tout en restant quand même dans ma course, dans ma bulle, avec les sensations que j'ai travaillées à l'entraînement, les allures. Enfin, ouais, surtout c'était pas trop les allures, mais surtout la fréquence cardiaque qui restait quand même sous un certain seuil et tout ça. Donc, ouais, je m'étais dit de partir dans le top 15 et après de voir un peu comment je pouvais évoluer dans ce pack de tête, ce que j'ai fait. Et au final, petit à petit, je remontais les filles et puis, ouais, non, c'était vraiment incroyable à vivre. Ouais, t'as dit quelque chose dans ton interview d'après-course là, que t'as réalisé juste après à chaud, où t'as dit que t'avais réussi à rester dans ta bulle et dans ta gestion tout au long de la course sans jamais vraiment t'affoler, même lorsque t'es revenu sur Léonie, où nous, en regardant la course, on s'est dit ah, peut-être qu'elle revient un peu trop vite et qu'elle va vouloir tout de suite l'attaquer et sortir un peu de sa course et elle va se faire punir sur la fin. Et en fait, malgré tout, t'as, t'as- tu t'es pas fixé de limite, t'es resté dans ta course, t'as même mené un peu avec Léonie qui a réussi, qui s'est un petit peu accroché à toi. T'as pas eu peur de prendre les devants aussi. Donc, je rappelle quand même tes espoirs 2 et même si ça fait beaucoup d'années que tu pratiques et que le cross c'est une de tes spécialités, je pense que tu as aussi bluffé beaucoup de monde avec ta gestion de course. Donc, raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ça de l'intérieur. Bah ouais, c'était assez spécial même pour moi parce que c'est rare que j'arrive à rester dans ma bulle à ce point-là. Enfin d'habitude, faut quand même s'adapter au fait de course et tout ça et des fois ça demande un peu de prise de décision. Donc bien sûr, j'ai pris des décisions, mais je suis toujours restée à peu près dans la même dynamique, peu importe le moment de la course. J'étais dans mon rythme, ouais, je l'avais bien dit à la fin, c'est vraiment ça, je suis restée dans ma bulle tout le long. Et ouais, le moment où je rattrape Léonie, en fait, ça se fait naturellement. Je me suis pas dit, faut que je bouche le trou. Juste, on prenait pas les mêmes trajectoires exactement avec Léonie. Je faisais beaucoup les intérieurs et elle allait chercher plutôt le sol plus dur sur l'extérieur. Donc, je pense que, bah, en l'occurrence, du coup, je la rattrapais pas mal comme ça. Et après, ouais, j'ai pris les devants parce que, bah, dans la même logique, je préférais faire mes propres trajectoires et rester dans ma bulle. J'avais pas l'impression d'être beaucoup dans le mal, donc voilà, je voulais pas, je voulais rester dans mon rythme et faire mon rythme. Après, je savais que elle allait attaquer, ce qu'elle a fait, donc je restais quand même avec une réserve. Je savais que il fallait pouvoir suivre si elle attaquait quoi. Et l'émotion quand tu vois que bon, l'arrivée, j'invite tout le monde à aller voir cette dernière ligne droite où on voit au moment où tu réalises que tu vas gagner toute ton émotion, toute ta surprise aussi. Il y a plein de choses qui se mélangent. Justement, toi, est-ce que tu as réussi à profiter déjà et quoi les émotions un petit peu que tu as ressenties sur le moment? Ouais, en fait, ça m'a vraiment surprise parce que même quand j'étais avec Léonie, je me disais, c'est génial d'être avec Léonie. Va y avoir le sprint et je vais comprendre qui c'est, Léonie. Enfin, je sais pas, j'étais vraiment pas sûre de gagner du tout. Et je me disais, quand elle va attaquer, je vais subir et ça va être là qu'il faudra y aller. Et en final, cette attaque, bah, elle est venue, mais elle était moins forte que ce que je pensais. Et ouais, c'était assez incroyable d'arriver dans cette dernière ligne droite. Et donc là, j'ai eu un moment d'hésitation en mode est-ce que je lance le sprint? Est-ce que j'attends qu'elle le lance? Et puis au final, je l'ai lancé en premier. Mais je pensais qu'elle allait du coup le lancer aussi. Et en fait, je me retourne et je vois que bah, elle pouvait pas le lancer. Et alors là, je me suis dit non mais c'est pas vrai, je vais vraiment gagner. Et c'est pour ça en fait que je pense la vidéo, je réagis comme ça, c'est que jusqu'à ce moment-là, je m'étais pas dit que je pouvais, enfin que j'allais vraiment gagner. Ouais, et puis il y a ces jolies scènes aussi après la ligne d'arrivée où t'as
plusieurs athlètes qui arrivent et puis donc forcément t'as des copines dans le lot et on a l'impression que tu vas les voir et que tu leur dis ouais j'ai gagné comme si t'en revenais pas quoi, donc ça devait être aussi un beau moment à Ouais, vivre. c'était incroyable. Moi, je me rappelle, ouais, quand Blanc elle est arrivée, Blandine l'hirondelle, pardon. Elle m'a dit, alors j'ai entendu, elle m'a dit j'ai entendu le commentateur, c'est incroyable et tout. Enfin ouais, c'était fort. Et puis même Héloïse Lègle, on avait fait nos demi ensemble. Et ouais, c'était des moments trop chouettes à l'arrivée. Et après, j'ai vu Célia Tabé. Et Célia, elle était aussi choquée que moi. C'était trop drôle. Ouais, franchement, c'était des super moments. Je voyais bien que ça avait surpris tout le monde. Et je voyais que ça avait procuré des émotions aussi aux autres. Et j'étais trop contente de pouvoir partager ça. Alors on a ouï dire aussi, selon un certain Nicolas Martin, que ton entraîneur Patrick Bringer, avec qui il était pendant ta course, a lui aussi été surpris et s'y attendait pas. On imagine que lui aussi, ça a dû être de sacrées émotions pour lui. Je rappelle, Patrick, c'est ton entraîneur avec qui, alors j'ai pas exactement en tête depuis quand il t'entraîne, mais je pense que ça fait 2020. 2020. Ouais. Ouais, Ouais. donc ça commence à faire un petit moment. C'est notre Euh, 6e saison. ouais, c'est d'ailleurs la première personne que tu as remerciée en interview. Ouais. Raconte-nous un petit peu, je pense que ça devait être une sacrée fierté pour lui, mais aussi une sacrée fierté pour toi de lui offrir, entre guillemets, ce titre. Raconte-nous comment c'était les retrouvailles après la course. Ah bah, il m'a dit une phrase. Je me rappelle, ça m'a marqué. Il m'a dit, je savais que tu le ferais, mais je pensais pas si tôt. Donc ça, ouais, c'était assez fort. Et après, oui, je pense que enfin, ça me tenait vraiment à cœur de le remercier parce que c'est clair que bah l'année, même si ça a été quand même globalement une bonne année avec pas mal de records perso sur piste et tout ça, j'ai quand même raté 2 sélections en équipe de France, une fois pour 1 seconde et 39 centièmes et une fois pour une place aux Europes de cross. Donc c'est vrai que bon, on était à chaque fois pas loin et ça concrétisait mais pas assez. Et voilà, je commençais, enfin on se demandait aussi si j'allais réussir à passer un peu le cap espoir pour vraiment réussir à assurer la transition en senior. Et bon, bien sûr, j'ai encore le temps parce qu'il me reste 1 an en espoir après cette année, mais bon, voilà, c'est sûr que c'était une belle récompense et je pense que enfin ouais, ça nous rassure tous les deux sur le travail qu'on fait, etc. Ouais, t'es une athlète très complète et quand même très polyvalente et t'es proche des équipes de France sur pas mal de distances. Donc le cross où t'as déjà fait des sélections, Ouais, la route, la piste bien sûr, et aussi la course en montagne où t'es championne d'Europe junior en 2024 à Annecy. Euh, exactement. Est-ce qu'il y a une discipline dans laquelle tu te sens un petit peu mieux, une discipline que tu préfères? T'arrives à, à, ouais, à hiérarchiser un petit peu les disciplines ou tu restes quand même très ouverte à toutes les faire et essayer d'y performer dans toutes? Bah, je pense que entre guillemets, plus les années passent, plus je pourrais pas faire autant que dans mes années jeunes. Je veux dire au niveau de diversité. Donc là, celle que je préfère moi à titre personnel, c'est quand même le cross parce que c'est de là où je viens. Après, bien sûr que je vois une espèce de chronologie. Bah, par rapport aux disciplines, je me dis que si je veux entre guillemets essayer de voir jusqu'où je peux aller déjà sur piste, bah c'est maintenant entre guillemets. Euh, Et après, ouais, j'apprécie vraiment la course en montagne. Je me dis que sur route aussi, je peux m'amuser. Voilà, donc ouais, il y a plein de choses à découvrir. Donc, je vais voir après comment ma carrière elle se construit. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien envie d'explorer déjà la piste et puis après on verra la piste et le cross. Je vais rester un peu sur cet arc-là et après on verra sur route, course en montagne, trail, ce que je pourrais faire. On sait que ton entraîneur, donc Patrick, c'est un grand adepte du kilométrage. On sait que assez jeune, il a une tendance à, en tout cas, à encourager à faire un petit peu de volume, même chez les jeunes. Toi, comment tu vis ça? Est-ce que c'est vrai déjà? Et puis, c'est quoi un petit peu les grands axes de son entraînement que tu penses qui t'ont fait le plus progresser? Bah alors, c'est une très bonne question parce que justement, il y a un peu cette image de Patrick comme ça, puisque il a entraîné il entraîne toujours beaucoup de trailers et effectivement,
quand on prépare des trails longs, et ben il fait beaucoup borné. Mais par rapport à ce qu'on fait nous, enfin je dis nous, c'est le groupe des jeunes qui l'entraînent, les petits de la section du lycée Blaise Pascal, le groupe des minimes, des benjamins, et puis après moi les athlètes comme moi qui sont en post-bac, ça n'a rien à voir au niveau kilométrage avec ce qu'il fait faire aux trailers. Et justement, il sait très bien que le risque de blessure, il est énorme quand on fait un gros kilométrage, surtout quand c'est pas progressif. Et donc, avec Patrick, moi, quand j'ai commencé avec lui, j'étais à 50 km par semaine max. Du coup, c'était en 2020. Et maintenant, on tourne autour de 100 km par semaine. Mais tout ça, ça a été très, très progressif et ça dépend des cycles d'entraînement et voilà, et ça reste raisonnable. Je pense que les meilleurs Français à terme, enfin les meilleures Françaises sur mes distances, ce serait plutôt autour de 120, 130 par semaine. Donc voilà, il y a rien de, en tout cas, il y a rien d'extraordinaire, ça c'est sûr, mais c'est plus la constance qui va faire la différence, je pense. Ok. Est-ce que tu croises un petit peu les sports? Ça t'arrive de faire un peu de vélo, un peu de natation Alors natation, je m'y étais mis pendant une année un petit peu à faire une fois par semaine, mais j'avoue que c'est vraiment pas mon on va dire mon kiff. Mais par contre vélo, ouais, j'essaye de m'y mettre. Bah là, je suis au VTT pour l'instant. Après, je verrai si je commence à faire un peu de vélo de route. Ça risque d'être une évolution. Mais ouais, déjà, on a inclus le VTT depuis quelques mois. C'est assez récent et c'est vrai que c'est pas mal pour décharger un peu et faire moins de choc. T'as une vie étudiante assez remplie. D'ailleurs, tu pourras nous rappeler ce que tu fais. Est-ce que tu arrives à jongler entre les deux? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que tu sais si aussi beaucoup des jeunes filles de ton niveau aussi conjuguent avec des études assez prenantes et la carrière sportive? Comment t'arrives à gérer un peu tout ça? Alors oui, moi je suis en cycle préparatoire intégré à Sigma Clermont, c'est une école d'ingénieurs à Clermont. Et donc ouais, pour pouvoir combiner le sport de haut niveau et ça, j'ai eu accès à un aménagement qui me fait faire la prépa en 3 ans au lieu de 2. Donc voilà, ça permettait de pouvoir s'entraîner tout simplement parce que 8-18, c'est un peu compliqué sinon. Et bien sûr, bah, ça fait quand même des grosses journées puisqu'il faut pas mal de travail perso, etc. Mais du coup, ça rend le truc faisable. Et après, au niveau des autres filles qui s'entraînent, je pense que dans l'équipe de France, on est beaucoup à être quand même en études à côté. Après, bien sûr qu'il y a des études entre guillemets qui sont peut-être moins prenantes que les miennes, mais je pense qu'il y en a aussi qui sont plus prenantes quand je pense aux personnes qui font des études de médecine ou des choses comme ça. Donc ouais, je pense que chacun fait ce qu'il peut. Bien sûr qu'il y en a qui vont plus miser sur l'athlé et mettre un peu les études de côté, mais moi c'était pas mon choix, donc voilà. Après chacun prend ses décisions, mais c'est sûr qu'il y en a aussi qui combinent des études de haut niveau à côté, je pense. Ouais, la volonté, c'est vraiment de garder les deux, j'allais dire entre guillemets, à haut niveau, parce que prépa intégrée, voilà, c'est des études où il faut travailler et c'est on pourrait presque assimiler ça à aussi du haut niveau. C'est vraiment le but de garder les deux ou alors à terme de quand même essayer de prioriser la carrière sportive. Ouais, bah après j'ai dit études de haut niveau, ouais, pour moi c'était plus comme tu as dit qui demande du travail à côté. C'est pas forcément, enfin je pense que on sous-estime parfois certains types d'études, mais je pense que si on veut vraiment réussir dans tout type d'études, il faut travailler. Donc voilà. Ça dépend, je pense, plus des intentions que de la catégorie d'études en soi. Et après, j'ai oublié la fin de la question. C'était quoi? Si à terme tu te projetais Ah oui. à plutôt prioriser la carrière sportive ou pas? Eh ben, je pense que ça dépendra de la suite des résultats sportifs, parce que bon, ça reste. Je pense que quoi qu'il en soit, j'aurai mon diplôme, mais après, oui, ça va déterminer ce que je fais une fois que j'ai ce diplôme. Enfin voilà. Si bien sûr il y a l'opportunité de mettre quelques années, de passer quelques années à vivre que du sport, bien sûr que ce serait une énorme opportunité. Je l'ai dit, tu as été championne d'Europe de course en montagne junior en 2024 à Annecy. Ouais. Rapidement, quel souvenir tu gardes de cette sélection, de cette expérience en bleu en course en montagne? Ah bah, c'était assez incroyable. Ouais, je pense que c'était la première fois que vraiment sur le plan international
j'arrivais à m'exprimer aussi bien. Après, ouais, je me rappelle vraiment bien de ce week-end, comment il y avait plein d'émotions. Toute l'équipe avait ramené plein de médailles. C'était assez fou ce qui se passait à Annecy. Ouais, je sais pas quoi dire de plus. C'était magique aussi, ouais, clairement. Est-ce bon, tu l'as dit, tu vas quand même prioriser la piste puisque tu es encore dans tes années jeunes, donc il y a aussi des sélections intéressantes à faire en espoir sur la piste. Est-ce qu'on va te Ouais. revoir quand même à court moyen terme, à minima sur la course en montagne et peut-être sur le trail court d'ici quelques années? Alors oui, même plutôt que ce que vous pensez, puisque cette année, il n'y a pas de sélection piste en espoir Ah, cet été. Donc je m'étais dit que je tenterais de faire la sélection senior en course en montagne à Gap, enfin, pendant les championnats de France. génial. Donc voilà, c'est toujours d'actualité, j'en rediscuterai avec mon coach bien sûr, mais c'était le plan. Voilà. En plus, comme la saison est assez tôt, ça peut me permettre de faire un peu de piste derrière si j'en ai l'envie. Donc c'était pas mal. C'est une très bonne nouvelle ça. Et puis on sait que Patrick, il aime beaucoup emmener ses jeunes en course en montagne. Et c'est un des entraîneurs qu'on voit tous les ans avec plein d'athlètes sur les France de course en montagne. Donc C'est clair. si son athlète phare peut être présente, je pense qu'il en sera très content. Ah oui, même pour moi, ce serait un kiff. Et bah trop chouette. Je pense qu'on a fait le tour. Ça va, t'arrives à gérer un petit peu les sollicitations ou toutes les choses qui arrivent après ce titre ou... Ouais, ça va. Bah là, juste avant, j'étais passée à la radio Pays d'Auvergne là. Puis je suis rentrée pile à l'heure, c'est pour ça que j'avais pas d'avance. Mais non, c'est pas mal. J'essaye de les éparpiller un peu pour pas avoir tout en même temps, mais ça va. J'ai fini mon DS ce matin. Ça, c'est pas mal aussi, j'aurai plus de temps maintenant. Bon bah top. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On est très content d'avoir pu échanger avec toi et revenir sur ton titre de championne de France et permettre aussi aux auditeurs et aux auditrices d'en connaître un peu plus sur toi. Du coup, on risque de se revoir. Il y a de grandes chances qu'on se voit aux France de montagne. À Gap. Ouais. Ça, c'est chouette. Et puis, d'ici là, on te souhaite une bonne récup, de bien profiter de ton titre et puis d'être en pleine forme dans quelques mois. Ouais, merci beaucoup. C'était très sympa. À bientôt, Margot. À bientôt. Allez, on va pouvoir passer à notre sujet quête du Golden Ticket et pour la Western avec deux athlètes que nous avons la chance de recevoir. Malheureusement, ils ne seront pas là tous les deux en simultané puisque Vincent n'a pas pu être avec nous en direct, mais ne vous inquiétez pas, on va enregistrer l'interview avec lui en décalé, mais on a la chance d'avoir Thomas Cardin qui lui est bel et bien là avec nous en direct. Pour nous parler de son premier Ultra Trail auquel il va participer dans moins de 2 semaines, le Chianti Ultra Trail, où il espère obtenir un Golden Ticket pour la Western States. Thomas Cardin, merci d'être là. Comment ça va? Bonjour à tous, eh ben, ça va bien. Hier, j'ai fait ma première journée de repos depuis un petit bout de temps. Du coup, j'ai les batteries qui sont déjà un peu rechargées. Ça fait plaisir. Et puis après l'enregistrement, là, j'irai courir. Ça tombe très bien. J'ai très envie d'aller faire un peu de sport. Du coup, voilà, le sourire. J'ai le sourire surtout parce que la forme et le mental sont montés un peu en flèche là, ces deux dernières semaines. Après un bon coup dur il y a un mois, il y a 5 semaines, avec une blessure que j'ai pu subir à l'entraînement, donc ça va bien. Je voulais qu'on revienne rapidement sur ta fin de saison dernière et ce début de saison, comme tu l'as dit, un peu mouvementé. On t'avait laissé très déçu forcément au Mondiaux de Trail après ton abandon. On t'a revu à la Saint-Élion alors qu'on t'y attendait pas trop sur la Saint-Express où t'as réussi à faire une très belle course. Et puis là, on a appris en début de saison que tu préparais le 120 km du Chianti Ultra Trail. Comment ça s'est passé un petit peu toute cette période entre la forme qui remonte, les blessures, la confiance peut-être aussi qui a fait un peu le yo-yo. Raconte-nous un petit peu comment toi t'as vécu tout ça. Ça a été une période compliquée, hein, ces 6 derniers mois. Enfin bon, tous ceux qui ont fait du sport avec une volonté de faire du haut niveau. Enfin, pour moi, le plus dur à gérer dans sa carrière, c'est les périodes de doute, les périodes de blessure, parce qu'en fait, tu peux plus faire ce que t'aimes. Et puis tu gamberges, tu réfléchis, tu poses beaucoup de questions sur le sens de ta pratique. Donc ça a été assez compliqué après les mondiaux où j'ai dû abandonner suite à une blessure au pied.
Et puis j'ai fait le job vraiment correctement. Peut-être pour la première fois de ma carrière, j'ai été extrêmement consciencieux dans tous les aspects de renforcement, d'aller faire des exercices de kiné, tout ça. Vraiment, je suis passé dans un autre délire que d'habitude, avec beaucoup de sérieux. Et du coup, j'ai vite récupéré ma blessure au pied, qui m'a permis de reprendre la course à pied assez rapidement après ma blessure. Et puis de profiter d'un petit cadeau que je me suis fait d'aller courir cette Saint-Express. Euh, Vraiment sans entraînement, mais vraiment c'était pour la tête que je courais, pour le plaisir de faire une course que j'aime et le plaisir de recourir, quoi. Voilà, donc ça c'était début décembre. Et puis après, pendant cette période, déjà de cette période où je me suis arrêté pour guérir, on avait beaucoup évoqué la suite avec mon coach, avec mes partenaires, et du coup je savais exactement où j'allais. Euh, voilà, les projets de la Western, c'est un projet qui mûrit depuis presque un an maintenant et qui est un rêve que je fais grandir et que j'essaye de réaliser, et que je vais essayer de réaliser. Du coup, dès décembre, je me suis mis à m'entraîner pour préparer Chianti. Voilà, premier ultra pour moi. Donc, ça implique pas mal de petits changements à l'entraînement, essayer de courir plus longtemps, consacrer plus de temps à la pratique. Et puis voilà, être à l'écoute aussi des nouvelles sensations et respecter aussi son corps. Et ça m'a ramené jusqu'à début février où j'étais vraiment très très en forme début février, avec des gros enchaînements à l'entraînement, vraiment des sensations excellentes. Peut-être que j'étais en forme trop tôt, je sais pas. En tout cas, il y avait aussi de la fatigue. Et au cours d'un entraînement basique, 1 heure et demie de trail à côté de chez mes parents, bah, je me suis tordu la cheville en descente un peu rapide et voilà. Après, on se fait des torsions de cheville assez régulièrement dans notre sport, Euh, mais celle-là, elle était vraiment douloureuse. Je suis resté à terre assez longtemps, j'arrivais plus à marcher et tout. Je savais que c'était dur, donc accident bête. Et bah là, le yo-yo émotionnel est reparti dans l'autre sens, très très dur. Je crois que c'était à 6-7 semaines d'un objectif majeur pour moi de se reblesser de façon fortuite, quoi. C'était pas contrôlé, c'était juste une erreur d'attention. Et du coup, voilà, une entorse de grade 3, arrachement, enfin, j'ai rompu mon LTFA, et puis un œdème. Enfin bon, voilà, je me suis bien abîmé la cheville, hein. Une grosse entorse. Voilà, j'ai mis plusieurs jours à remarcher. Et puis voilà, là où j'ai de la chance, c'est que j'ai eu une guérison hyper rapide. En tout cas, la première phase de guérison était hyper rapide. Et j'ai coupé du coup la course à pied pendant 15 jours. J'ai coupé le sport pendant une semaine seulement. Et après, avec le contrôle du médecin, du kiné que j'ai vu très régulièrement, eh ben, on a repris tranquillement à courir. Alors certes, c'était pas guéri. Et puis en fait, c'est pas tout à fait guéri encore le pied, mais voilà, j'ai pu reprendre l'entraînement tranquillement et puis voilà, là, ça fait 5 semaines que la blessure elle est faite. Je considère que c'est quasiment terminé et j'ai pu repasser un très gros bloc d'entraînement ces 2 dernières semaines. Donc voilà, j'arrive avec le sourire euh, et puis beaucoup d'attentes pour les semaines qui arrivent. L'œil du kiné, peut-être Théo, quand tu entends la blessure qu'a eu Thomas et quand on voit ce qu'il a réussi à se remettre comme volume assez rapidement, c'est assez impressionnant. Après, encore une fois, Thomas, c'est un athlète qui a de l'expérience et son corps, au fur et à mesure, a appris à s'adapter à plein de petites choses. Quand tu entends ça, qu'est-ce que tu en penses, Théo? Bah ouais, c'est sûr, je pense que Thomas, il a dû avoir peur en se blessant avec une entorse de grade 3 quand même. Après, moi, ce que je retiens un petit peu dans ce que tu viens de dire, Thomas, c'est que tu as été déjà rigoureux et régulier sur le renforcement, et ça, c'est vraiment indispensable. En plus d'avoir un staff médical et paramédical autour de soi, ça me fait rebondir un peu sur... Il y a une étude que j'ai regardée il n'y a pas longtemps et qui disait que, bon là c'est plutôt sur la prévention que sur de la guérison, mais que
pour que ça marche et qu'il y ait un vrai effet, il faut que les athlètes réalisent plus de 75%, donc plus de 3 séances sur 4 de renforcement ou de rééducation. Et encore une fois, ce qui marche pour avoir des vrais gains de rééducation ou de renfort, c'est la régularité. Et puis, ouais, faut pas oublier aussi que quand on est athlète de haut niveau, c'est sûrement parce qu'on a des capacités de récupération qui sont hors du commun. Donc, quelqu'un qui court 20 bornes par semaine et qui se fait ce genre de blessure, je suis pas sûr qu'il soit de retour aussi rapidement sur le terrain. Et l'œil du coach, rapidement, on a parlé un petit peu de la sortie de Thomas il y a quelques jours où il a fait une belle sortie de 68 km pour rentrer chez lui. D'ailleurs, il en a fait un très beau réel et je vois que Thomas, de plus en plus, il se met à faire des beaux petits réels. D'ailleurs, enfin, sincèrement, c'est très cool de pouvoir vivre un petit peu de l'intérieur ta prépa, donc c'est chouette. Nico, toi, t'as la petite sortie 68 km à S-2, qu'est-ce qu'on en pense aussi? Ouais, d'abord en 2026, le monde va, je sais pas si on dit le monde va mal, mais Thomas Cardin et Sylvain Cachard se mettent à faire de la communication. c'est c'est incroyable, non, trêve de plaisanterie. Ouais, c'est offensif. Après, je pense que c'était pas le plan initial. Là, on a tous connu ça, de courir un peu après la forme entre guillemets, la prépa. Voilà, c'est offensif, ça reste possible à mon sens d'avoir des coureurs qui fonctionnent bien comme ça. Moi, à titre personnel, ça va jamais trop bien fonctionner de charger à S-2. Je préférais à S-3, mais je sais que par exemple Patrick Bringer, mon coach, quand il était athlète, faisait toujours des courses assez longues à S-2 des objectifs. Donc ça, c'est très personnel. Mais voilà, connaissant Thomas, ses capacités de récupération, je pense que ça sera un point positif. Et puis voilà, dans l'entraînement, il y a aussi toujours la composante, on va dire physio, mécanique, mais il y a aussi, je pense que Thomas peut en témoigner, mais il y a aussi des fois le besoin un peu mental de se sentir prêt, et des fois entre voilà, ne pas faire en se disant c'est risqué versus le bénéfice mental que ça peut apporter, c'est intéressant. Voilà, ça reste une sortie longue, et puis on le rappelle, il y a quand même 120 km à faire à Chianti, mais je pense que Thomas devrait être aux avant-postes durant pas mal de kilomètres. On verra s'il tient jusqu'à la fin. J'ai pas trop de doutes parce que il avait fait des débuts, alors pas vraiment en ultra, mais il avait fait un Grand Duc de Chartreuse, qui est une course un peu historique dans la Chartreuse, et ça s'était très bien passé sur une course qui fait 80 km ou 90 km. Donc voilà, je pense que Thomas a beaucoup fait du court et moyennement long, mais je pense que c'est un athlète qui est prédisposé aussi pour faire des formats plus longs, donc j'ai hâte de le voir à quel niveau il va évoluer face à un beau plateau quand même à Chianti. Justement, Thomas, rapidement, est-ce que à un moment, tu as eu cette petite pensée de potentiel de pas forcément tout faire pour prendre le départ à Chianti? Et est-ce que tu t'es retrouvé dans cette phase de un peu recherche du temps perdu suite à la blessure, et comment t'as essayé de gérer ça? Ouais, c'est une discussion à trois interlocuteurs. Il y a le staff médical qui me conseille, il y a moi qui avec mes envies, mes sensations, et puis il y a le coach avec l'aspect plus essayer d'optimiser la préparation et d'être le plus fort possible. Je t'avoue que chacune des trois parties a douté. C'est peut-être moi qui ai le moins douté parmi les trois. Le staff médical, parce que en fait avec le jour où je suis allé voir le médecin pour la première fois, il m'a dit c'est mort. Et puis quand j'y suis retourné, il m'a dit c'est possible. Le kiné, la kiné qui elle voyait au jour le jour, et puis c'est prononcé que tardivement, qu'il y a 3 semaines, enfin non, qu'il y a 2 semaines sur le fait que c'était bon. Et puis le coach, lui, qui doutait jusqu'à, je pense, la semaine dernière. Lui, il doutait même du fait que j'arrive à courir 120 bornes. Et puis moi, ça vient en fonction des douleurs de ce pied. Là, je suis vraiment sur une phase un peu d'euphorie, c'est-à-dire que les blessures sont en train de se réparer, alors même que j'avais une charge d'entraînement hyper élevée. Et puis pour rebondir sur ce que dit Nico, oui, le plan initial, c'était pas du tout de faire ça, faire une sortie si longue à 2 semaines de l'objectif, c'est un coup de poker, hein, mais il y a deux aspects. Déjà, il faut, pour faire de l'ultra trail, il faut avoir couru pas mal de kilomètres avant, et puis le fait de stopper 2 semaines, 2 semaines dans la prépa, ça a empêché de faire les choses correctement. Le plan s'est pas déroulé parfaitement, et puis psychologiquement, en fait, ça m'a permis de monter. Enfin voilà, je suis, comme je vous dis, je suis sur un plateau
de bon optimisme et tout. Et du coup, je pense que c'est notamment lié au fait que j'ai réussi à enchaîner les sorties longues sans trop de problèmes. Donc voilà. Après, on est conscient. Moi, j'ai une grande confiance dans mon coach pour me faire arriver très près à l'objectif et donc assez frais aussi. Donc là, maintenant, c'est objectif récupération pendant 2 semaines. C'est de recharger les batteries au max et puis aussi commencer à visualiser un peu la course parce que voilà, parce que c'est nouveau. Il va pas falloir faire d'erreurs pendant cette épreuve. Justement, est-ce que tu as pu, on va recevoir Vincent juste après, est-ce que tu as pu échanger peut-être avec lui sur la course, sur les spécificités de la course, sur tout un tas de choses pour pouvoir avoir quelques bons conseils et appréhender justement ton premier ultra au mieux? Eh ben, je t'avoue qu'en fait, ça, c'est une des petites déceptions de la prépa avec cette blessure, c'est qu'avec Vincent, on avait prévu de courir ensemble, faire une sortie longue ensemble, mais finalement, eh ben, au vu de ma blessure, eh ben, on n'a pas pu concrétiser ce projet parce que, voilà, moi, ça m'intéressait parce que, voilà, déjà, je m'entends très bien avec Vincent et on a beaucoup de choses en commun. C'est agréable de courir avec lui. Et de deux, en fait, il a de l'expérience, il a beaucoup d'expérience sur ces formats-là par rapport à moi. Et en plus, je sais qu'on va courir ensemble à Chianti pendant sûrement de longues heures. Et du coup, voilà, c'est la petite déception, c'est de pas avoir fait un brin de prépa avec lui. Donc oui, quand même, j'ai pas mal échangé sur le sujet, et j'ai aussi pas mal échangé avec avec Hugo Ferrari qui avait fait la course, je crois, l'année dernière, et qui est lui un voisin puisqu'il habite de l'autre côté de Chambéry. Et voilà, il a eu le temps de me briefer. Voilà, on a fait une sortie trail ensemble où il m'a bien briefé, puis je l'ai recroisé l'autre jour par hasard sur la piste cyclable, on a repris le temps de discuter. Voilà, je sais à quoi m'attendre. Maintenant, je pense que la plus grosse inconnue, c'est pas le parcours, c'est pas la course en fait. Le plus gros inconnu, c'est moi, et puis ça, il faut que j'arrive à me gérer, quoi. J'ai une question. Est-ce que vous comptez partir plus vite que l'année dernière? On rappelle ça parce que rapidement, j'étais présent à Chianti l'année dernière et le start de Jim, Kylian et Vincent avait été complètement fou. Juste une petite stat, dans la 3 ou 4e bosse du parcours, autour du 20e kilomètre, la tête de course était montée. Désolé pour toi, Matt, mais plus vite que Madi Delpech sur le marathon le dimanche, donc pour donner une allure du rythme supersonique de ce trio en début de course. Et je te souhaite en tout cas, Thomas, que ça parte peut-être un peu moins vite parce que je suis pas certain qu'ils aient tous passé, notamment Kylian et Vincent, une très bonne fin de course après ce start complètement fou. Ouais, en fait, tu touches du doigt quelque chose, c'est que, enfin, j'ai besoin de prouver à personne que je sais courir vite. Ça, c'est bon, c'est déjà monter les bosses très rapidement dans les 50 premiers kilomètres, ça je sais faire. Voilà, je fais ça depuis des années. Du coup, c'est plutôt l'inverse que je veux voir, c'est est-ce que je suis capable de monter les bosses au bout de 100 kilomètres. Et ça, j'ai jamais prouvé. Donc voilà, il va falloir être sage et surtout, il va falloir réfréner ses ardeurs parce que j'aime courir vite. Et du coup, voilà, et je sais que j'en suis capable, donc il va falloir brider le moteur, je pense, à un bout du temps, et j'espère que ça sera plus facile de le brider parce que je serai avec d'autres. Donc je pense que je vais vraiment faire la course au rythme des autres avant un bon bout de temps, tout en restant à l'écoute des sensations, bien entendu, mais voilà, rester groupé, calquer ma course sur ceux qui sont devant moi, sauf s'il y en a un qui part à balle, hein, c'est possible. Mais voilà, rester concentré, attentif et garder mes forces pour la suite, quoi. Du coup, est-ce que tu t'es un peu renseigné sur qui allait être présent? Est-ce que juger un peu aussi peut-être des états de forme de chacun? J'ai vu que donc on a la start list qui a annoncé là sur Live Trail où on a vu donc on voit Adam Peterman qui est inscrit, Jeff Mogavero, donc 2 Américains très rapides, bien sûr Vincent, un coureur chinois très costaud. Après, ça sera normalement, en tout cas sur le papier, un petit cran en dessous. Tu dis que tu vas courir un petit peu en fonction des autres, donc est-ce que tu regardes aussi un petit peu la start list avant le départ? J'ai vu hier là sur Instagram qu'il y avait eu un visuel là sur les favoris. Je connais moins la façon de courir des Américains, donc je suis pas sûr de trop regarder ce qu'ils font, mais je les connais pas, je connais pas vraiment leur niveau. En revanche, j'ai beaucoup de respect pour Vincent, j'aime sa façon de courir, je sais qu'il voilà,
je connais mes forces par rapport à lui, je connais aussi sûrement mes faiblesses, enfin ce que je connais pas encore tout à fait de moi. Je pense que je vais calquer ma course sur celle de Vincent parce que voilà. Après, mon but c'est quand même de faire premier ou deuxième, donc il va falloir peut-être prendre des risques à un moment. C'est-à-dire que voilà, si je suis plus dans le premier ou deuxième, bah va falloir aussi partir en quête de cette place-là. Après, comme j'expliquais dans mon réel de la semaine, mais dans mon réel d'Instagram de ce week-end, c'est que en fait, objectif principal, c'est d'être premier ou deuxième pour avoir le Golden Ticket, mais objectif secondaire et qui sera tout à fait satisfaisant, c'est de prendre l'expérience sur cette distance-là. C'est pas la seule course que je vais faire de ce format-là. J'ai déjà prévu de faire la CCC. J'ai déjà prévu de faire d'autres courses comme ça dans peut-être Chianti l'année prochaine si c'est à nouveau là qu'on trouve un Golden Ticket. Il y a plein de choses que voilà, c'est le début d'une aventure. Donc si en termes de classement ça correspond pas à mes attentes, eh ben il faudra passer dans un mode dégradé et se dire bon bah en fait là je suis en train de faire un bel effort quand même. Je vais aller au bout. Je vais essayer de prendre tout ce qu'il y a à prendre en termes d'expérience et puis on tirera des conclusions plus tard. Le but, c'est de finir l'aventure d'abord et aussi par respect pour tous ceux qui m'ont accompagné au cours de ces derniers mois, ma famille qui m'a soutenu et puis le staff médical qui m'a permis, qui a vraiment donné du temps et de l'énergie pour que je puisse courir. Ça serait dommage que j'abandonne ou que je sois déçu alors qu'en fait, c'est déjà un petit miracle que je puisse courir ça à Chianti, quoi. Et pour revenir un petit peu sur ce projet western, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui a fait que cette western t'attire autant. D'un œil extérieur, on sait que c'est une course qui peut répondre à tes qualités d'athlète et des coureurs. On sait que t'aimes courir vite, comme tu l'as dit. Mais raconte-nous toi un petit peu avec tes mots, qu'est-ce qui te motive plus concrètement avec ce projet western? En fait, c'est un projet ça fait assez longtemps, ça fait peut-être 2 ans que je touche le bout de ma motivation sur les formats 40-60 km. En fait, après mon année 2024, là, j'ai fait une année 2024 super. Et arrivé au Templier Saint-Élion, voilà, j'avais envie de faire du plus long. Et puis, il s'est trouvé qu'en 2025, du coup, j'ai pas pu faire ces projets de plus long, notamment liés au fait que je voulais jouer le jeu de l'équipe de France et que Adrien Séguré m'avait promis, m'avait invité m'avait présélectionné pour faire partie de l'équipe de France, mais de trail court. Du coup, j'ai essayé en 2025, de refaire du trail court. Mais c'est vrai que la tête n'était pas vraiment là pour cette année, puisque mon désir dès fin 2024, c'était d'essayer d'allonger les distances et de courir un peu moins vite. Et puis en fait, je sais pas chez vous, mais des fois il y a des gens qui te disent une phrase et tu la retiens toute ta vie, alors qu'en fait tu sais même plus qui l'a dit tellement. Enfin, c'est un moment. Et en fait, à la fin de la Saint-Élion de 2024, il y a un journaliste qui m'a abordé. Et voilà, à toute fin, vraiment, je venais d'arriver, j'étais cuit, vraiment complet. Et il m'a dit bah tu fais le double de ça un peu moins vite et 2 jours et dans le désert et t'as une western. Et en fait, c'est revenu rejoindre des trucs des rêves que j'avais déjà. Et je me suis dit, en fait, c'est à ma portée, c'est possible et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, fin 2024, je savais déjà que j'avais envie de courir la western un jour. Changer un peu ma façon de vivre pour essayer de continuer mon rêve de faire du sport de haut niveau. Du coup, voilà, le projet western qui est sur 2 ans, là, avec un projet ultra, en fait, aussi, projet ultra de courir l'UTMB, je pense, d'ici 5 ans. Des choses. Changer un peu, découvrir d'un nouveau terrain sportif. Et puis ça s'accompagne aussi de changements un peu dans ma vie perso. J'ai décidé l'année prochaine d'arrêter de bosser en tant que professeur des écoles et de me consacrer du coup au sport et à la vie de famille seulement et plus avoir le troisième versant qui jusque-là me caractérisait mais qui me prend beaucoup d'énergie. Et voilà, il faut être honnête, j'arrive plus à progresser, j'ai plus l'équilibre de vie que j'avais il y a quelques années. Du coup, voilà, tu vois, c'est un projet qui est plus d'ordre global que ponctuel avec le rêve de western. C'est vraiment essayer de vivre le sport de haut niveau et de faire de l'ultra sur ces 5 prochaines années, quoi. Ouais, parce on l'a pas dit, mais donc comme tu t'es encore professeur des écoles, t'as 2 enfants si je me trompe pas, avec Ouais. un nouvel enfant qui est né il y a pas très très longtemps. Donc effectivement,
Ça, combiné au fait de vouloir augmenter les distances, c'est sûr que on se doute qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et justement, qu'est-ce que le fait d'arrêter de travailler, donc te libérer un peu plus de temps, sur quel curseur tu vas jouer? On parle beaucoup des athlètes parlent beaucoup du fait de pouvoir augmenter leur capacité de récupération. Toi, on imagine qu'il y aura aussi une augmentation du volume. Sur Ouais, quel curseur tu vas jouer? moi, il y a 3 curseurs sur lesquels ça va améliorer les choses. Le premier, c'est vraiment, vraiment la récup, parce que pour tous ceux qui ont des enfants, ils doivent se reconnaître là-dedans, mais c'est dur de récupérer quand tu as des enfants. Déjà, tu dors pas bien la nuit, et puis en fait, tu es en prise toute la journée, donc mentalement, tu peux pas décrocher. Et je m'en suis pas rendu compte avec mon premier enfant, mais avec mon deuxième enfant qui est arrivé, ça a vraiment changé la donne. Et c'est pour ça que mon équilibre de vie que j'avais ces dernières années a un peu été rompu. Mais je suis hyper heureux d'avoir une vie de famille, et pour rien au monde, je changerais ça. Du coup, il y a la récup. En premier, il va y avoir la charge d'entraînement qui va être un petit peu augmentée. En fait, la possibilité de faire des sorties plus longues et d'organiser ma semaine plus facilement. Et en troisième point, ce qui va vraiment changer, c'est la charge mentale. En fait, j'en étais à un point aussi où mentalement, alors je sais pas qu'est-ce qui surcharge ou alors je vieillis et je suis plus capable de passer du coq à l'âne comme j'étais capable avant. Mais en termes de charge mentale, je suis plus capable de faire toutes les choses bien comme j'aimais bien les faire avant. Si je fais le travail de la bonne façon, eh ben mentalement, et je suis plus assez dispo pour mes enfants ou pour m'entraîner de la bonne façon, etc., etc. Et enfin chaque aspect de ma vie prenait une forme d'énergie sur les autres, et du coup, ben finalement actuellement, là où j'en mettais le moins, c'était le boulot au professeur d'école. Et j'essaye de faire, enfin actuellement je fais le boulot de la meilleure façon, mais je constate, s'il faut être assez objectif, que je fais moins d'efforts qu'il y a un an, je fais moins d'efforts qu'il y a 2 ans, etc., etc., et que ça se dégrade de plus en plus. Je pense pas que ma qualité d'enseignement a changé, parce qu'en fait avec l'expérience je gagne aussi de la facilité, mais voilà, il y a un moment aussi, il faut être conscient de ce que tu fais, et il faut prendre un peu de recul et dire bon bah, est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse les choses pas super, surtout que ça valorise pas, enfin pour ton ego c'est pas très valorisant. Voilà, j'arrive à un moment où je peux faire les choses différemment. J'ai la chance d'être soutenu financièrement par Keyprun d'une façon très correcte, et du coup de pouvoir vivre de mon sport. Est-ce que ça sert de continuer à travailler juste pour une histoire d'argent? Ben non, en fait, ça va tellement me soulager la vie que j'espère que je vais rester à trouver un équilibre et être encore plus performant en sport. C'est des propos vraiment, vraiment sages, je trouve, parce que c'est vrai qu'on met souvent en avant ces profils multiples, parce que c'est vrai que c'est hyper impressionnant, mais Thomas en parle bien, il y a quand même toujours, en tout cas c'est mon expérience, tous les gens qui sont dans cette situation-là, c'est la charge mentale, quoi. Et je pense que dans la vie, oui, c'est valorisant des fois sur le moment de réussir plein de choses, d'être un peu mis en avant et tout, mais je pense que quand même dans la vie, cet équilibre mental, cette santé mentale, c'est quand même hyper important. Et moi, je l'ai toujours dit et revendiqué, pas forcément pour moi, mais plus pour les jeunes athlètes, que à un moment donné, athlète professionnel, c'est un vrai métier, quoi. Si tu veux donner ton 100%, pouvoir récupérer, tu peux difficilement faire autre chose. On en parle des fois régulièrement sur la nécessité de communiquer, mais voilà, c'est vraiment ce questionnement de est-ce que c'est sain de vivre à 100 à l'heure tout le temps? Je pense qu'il y a un moment de la vie où peut-être qu'on y trouve une manière de se construire, mais au bout d'un moment, je pense que voilà, prendre du recul et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux prioriser, c'est important, et je trouve ça sage aussi de Thomas de dire, ben voilà, peut-être que je serai pas le meilleur prof possible pour les élèves dans mon projet de vie, mon objectif aujourd'hui, c'est d'être un athlète de haut niveau, et c'est beau aussi de prendre du recul et de dire j'essaye de faire ça. Et puis moi, mon expérience d'athlète aussi, c'est de dire qu'à un moment donné, quand on se retourne à la fin de sa carrière, plus que les lignes de palmarès, c'est surtout ne pas avoir de regrets, de s'être dit voilà, j'ai exploré mes limites, j'ai le palmarès que j'ai, mais j'ai le sentiment d'avoir eu les possibilités d'aller chercher mes limites. C'est, je pense, ça qui est aussi important dans le sport de haut niveau. Thomas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger sur tout ça avec nous. On va te laisser finir tes petits exos de kiné et puis aller tranquillement t'entraîner. C'était super chouette de pouvoir échanger avec toi là-dessus.
Je pense qu'on évoquera aussi avec Vincent l'aspect paternité, puisque lui aussi a été papa il y a peu. En tout cas, on suivra Chianti avec grande attention et on espère qu'on retrouvera deux Frenchies sur les plus hautes marches et que vous arriverez à obtenir ces fameux golden tickets pour pouvoir aller à la Western. Donc voilà, on te souhaite plein de bonnes choses. Et puis on espère que tu réussiras ton premier ultra trail d'ici 2 semaines. Merci de votre accueil et puis vous passerez le bonjour à Vincent. Ah si, je voulais te demander. Ah, j'ai oublié la question sur les France. Est-ce que ça t'embête pas trop de pas y aller, mais j'ai oublié, t'inquiète. Ah si. Ah, c'est les France, déjà, j'aime beaucoup les France, et c'est aux Ventoux, putain. Bah oui. Ah, mais tu l'as assez gagné, fallait le laisser un peu aux autres quand même. Oui. Mais vous aurez noté que les critères ne sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes. Oui. Critères de quoi? Peut-être c'est pas complètement anodin. De quoi Ah oui. Et les hommes, il n'y a que critères 2 places sélection. d'office. Et les femmes, il y en a 3. Ah ouais. Alors notamment parce qu'il y a un champion il y a notamment le fait qu'il y ait un champion du monde, mais même ça, c'est potentiellement pour se laisser une cartouche supplémentaire selon le déroulement des France. Et je ne fais pas un dessin, Thomas peut faire partie de la shortlist des gens qui peuvent aller au championnat d'Europe. Oui, mais voilà, quand il fait pas les France, tu forcément pars avec un train de retard et t'es pas du tout sûr, puisque vu la densité du trail français actuellement, il y a quand même de grandes chances que les 3 premiers arrivent avec assez de proches les uns des autres. Ouais. Voilà. Vous avez dit Pierre, il est en forme et il est vraiment en forme, donc c'est cool qu'il y ait des nouveaux dans la compète, mais voilà, moi j'ai rien caché. Enfin, je sais pas si c'est encore enregistré, mais moi je reste content de faire le maillot français, je respecte et j'ai dit très rapidement au staff équipe de France que je participerai pas aux France et à la course de sélection. Voilà, il y a toujours cet athlète, il se laisse la possibilité de prendre un athlète dans l'équipe pour comment ils appellent ça, sur potentiel ou je sais pas quoi. C'est vrai que quand il y a que 4 athlètes dans l'équipe, c'est compliqué de prendre quelqu'un qui a pas été à la course de sélection, mais voilà, j'ai bien dit à Julien Rancon quand il m'a appelé pour savoir ce que je voulais faire cette année, que si on m'appelait, je ferais le job du mieux possible, mais que pour autant, j'irais pas chercher la sélection et que j'avais d'autres projets en tête et que c'était ça le plus important pour moi. Mais par contre, si on m'appelle dans 3 semaines pour dire Thomas, tu viens, tu fais partie de l'équipe, eh ben, je vais faire le job très sérieusement et avec beaucoup d'envie, quoi. Bon, c'est pas le projet pour l'instant et le plus important c'est d'aller à Chianti et de faire une belle course. On peut le mettre dans le podcast tout ça? Ouais, tu peux. Vas-y, top. Bon allez, parfait. Merci beaucoup. Allez, on te laisse. Encore une fois. Merci. À bientôt. Ciao. Allez, salut. Salut Tom. Allez, merci encore une fois à Thomas d'avoir été avec nous. Et puis, comme on vous l'a dit plus tôt, malheureusement, Vincent n'a pas pu être en direct avec nous et pour pouvoir échanger avec Thomas, mais on a quand même voulu et tenu à réaliser une interview avec lui en différé et c'est ce qu'on vous propose tout de suite. Salut Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de prendre le temps de répondre à quelques questions. Avant de rentrer dans le sportif, on voulait commencer par une question un petit peu plus personnelle. Tu viens de devenir papa début décembre d'une petite fille. Bah déjà, félicitations. On voulait savoir comment va le papa et comment va Vincent Bouillard. Merci, ouais, salut, merci pour l'invite, avec plaisir. Ça va, je dirais par contre, t'as oublié la question la plus fondamentale, c'est comment va la maman? Autant pour moi, t'as raison. Non, mais tout ce processus, c'est un truc de fou, enfin, du début de la grossesse à la progression des 9 mois et ouais, l'épreuve qui est un accouchement et puis toute la partie qu'on vit depuis 3 mois. C'est incroyable ce que le corps des femmes est capable de faire et endure. Donc non, on va bien, toute la famille va bien et bon, c'est des ajustements au quotidien, mais ça on le savait. Donc non, c'est très chouette. On est très très heureux. Bon, on est ravis de cette bonne nouvelle. T'as bien fait de me reprendre. Concrètement, toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'athlète? Je pense que les premières semaines, c'est toujours un grand bouleversement. Est-ce que ça a été compliqué l'entraînement cet hiver ou globalement, est-ce que ça s'est passé de manière assez fluide pour toi? Ouais, c'est sûr que l'entraînement, ça prend du temps et ça, et ben là, on arrivait dans un chapitre où on savait que nos priorités allaient être chamboulées et pour la meilleure des raisons. Donc, en fait, on avait essayé avec Camilla de
d'anticiper ça pour voir comment en fait, toutes les choses de notre quotidien allaient être potentiellement changées. Et moi, au niveau de l'entraînement, c'est une des raisons principales qui avait motivé le fait que j'ai commencé à bosser avec un coach depuis l'été dernier. C'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années et en fait, je l'avais approché avant la Western et je lui avais expliqué que à la fois ça m'intéressait de travailler avec un coach et puis en anticipant sur le fait de devenir papa, je savais que j'allais avoir non seulement moins de temps pour moi, mais même bénéficier d'un point de vue externe sur l'entraînement, sur comment en faire juste niveau, pas trop, et du coup, ben ouais, ça a permis en fait d'anticiper un peu mieux cette période. Après, voilà, notre petite est née début décembre, donc c'est aussi pas la période la plus chargée au niveau d'entraînement vis-à-vis de mon calendrier. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Écoute, j'ai pu m'entraîner de manière assez régulière finalement en étant efficace. Forcément, j'ai pas pu aller faire, je sais pas, des journées entières de ski ou des choses comme ça, quoi. Mais ça, je le savais et ça me va aussi d'être efficace au niveau timing dans l'entraînement. Et une autre question sur ce sujet, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais est-ce que tu penses que le fait d'être papa, ça change ton rapport un petit peu à la performance, à la pression du résultat? Est-ce que tu te dis c'est plus du tout ça qui m'importe, maintenant j'ai d'autres raisons, j'ai d'autres objectifs, d'autres raisons d'être heureux? Ou est-ce que tu penses que ça te permet de plus relativiser par rapport à ta démarche d'athlète ou pas du tout? Je sais pas si ça change du tout au tout, parce que j'ai toujours essayé d'avoir cette approche un peu, à la fois je suis un compétiteur et j'aime la compète et j'ai une démarche de performance où où j'essaye d'optimiser tout à l'entraînement le but de la compétition, c'est notamment de gagner. Mais je dirais que ça renforce, ça renforce cette capacité de détachement, on va dire. C'est sûr que d'autant plus il y a quelque chose dans la vie qui est plus important. Ça permet de relativiser sur plein de choses. Donc, c'est pas que c'est nouveau pour moi cette capacité à relativiser, parce que c'est quelque chose que j'essayais vraiment d'avoir un peu tout le temps. Mais ouais, c'est un gros argument en plus pour y penser, quoi. C'est clair. Eh bien, on va continuer l'interview avant de rentrer en sportif. Moi, j'aimerais te parler, si tu le souhaites, si c'est quelque chose qui est OK pour toi. On voulait revenir sur ta prise de position et ta relation aussi aux réseaux sociaux, à la communication. Tu as récemment publié un post très engagé sur Instagram où tu dis notamment Everything is political. Et donc, tout est politique. Pourquoi c'était important pour toi de prendre la parole comme ça sur ces sujets? Ouais, merci d'aborder le sujet. C'est vrai que on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu tous les deux au cours de l'été dernier et des stages en équipe de France notamment. Mais moi j'ai une relation bizarre, on va dire, avec les réseaux sociaux, juste parce que c'est pas quelque chose que j'ai utilisé même en perso avant l'UTMB 2024 on va dire, mon compte Instagram change de statut. Mais par contre c'est quelque chose sur lequel je trouve beaucoup d'inspiration d'autres personnes qui font les choses très bien en création de contenu, en relais de messages qui sont importants, qui sont intéressants. Et ce post, c'est on va dire une nouvelle tentative à ma petite échelle, essayer de relayer des infos, des valeurs, d'autres comptes, d'autres initiatives existantes qui pour moi sont importantes, intéressantes. Et le fait de dire que le sport est politique, c'est pas, j'arrive pas en mode on n'a pas le droit de s'amuser, tout doit être très sérieux et il y a plein de choses très graves dans le monde. C'est pas le but. Le but, c'est juste de se rappeler que pratiquer un sport, c'est une chance, c'est un privilège. Et ouais, quand on pratique le trail, quand on court en montagne, c'est génial, c'est trop cool. On a une chance inouïe de faire ça. Il faut se rappeler que ces privilèges-là, ce contexte-là, il n'y a rien d'innocent, il n'y a rien d'anodin. C'est le fait de l'équilibre actuel dans nos sociétés, c'est le fait d'avantages très souvent sociaux, historiques, économiques, qui font qu'on a ce temps-là. C'est pour ça qu'on voit encore majoritairement des hommes sur la ligne de départ dans notre sport, très majoritairement en France des populations blanches et aisées. Donc ouais, le but de la manœuvre, c'est juste d'essayer d'amener des sujets
ils sont pas forcément des sujets de conversation qui viennent quand on parle de trail, quand on parle de sport. Et d'utiliser ma plateforme pour, j'espère, les amener de manière pas trop ennuyeuse et chiante. Et non, c'est encore un post de Vincent, ok, un paragraphe à lire, ça va pas être drôle, mais plus peut-être de faire réfléchir autrement sur des sujets du quotidien. Voilà. Et pour toi, quel lien on peut faire ou on peut créer entre trail running et justice sociale? Comment, à travers notre sport, on peut essayer en plus de prendre la parole, de relayer des initiatives, est-ce que tu penses que le trail, il peut avoir un rôle dans la société pour aller dans une direction où il y aurait plus de justice sociale ou même environnementale? Ouais, je pense complètement que le trail et en fait le sport en général. Le sport, c'est vraiment dans une société vecteur de plaisir, de partage, ça véhicule plein de valeurs, notamment chez les jeunes. Moi le premier, mais plein de fois dans mon éducation, je me reflète sur des moments d'activité sportive. Ça fait partie intégrante de l'éducation, d'apprentissage de plein de valeurs qui sont super importantes. Et en fait, c'est pas que chez les jeunes, mais pour les adultes aussi, ça peut continuer à essayer d'amener dans un lieu commun, dans un point commun, des populations qui parfois ont du mal à être à réaliser qu'il y a des grosses différences ou des mal à peut-être avoir des. En fait, c'est un catalyseur commun qui permet d'amener des populations ensemble. Et là où le trail est dans une position encore particulière, c'est que c'est un sport qui est en plein essor, il y a une croissance qui est énorme, notamment en France, c'est incroyable ce qui se passe pour le trail et c'est génial. Paradoxalement, on est encore dans un énorme entre-soi dans le trail où, comme ça l'expliquait, il y a un sport qui touche encore très 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 majoritairement qu'une seule part de la population. Donc pour moi, il y a une vraie opportunité pendant que ce sport est en plein boom, pendant qu'il y a un attrait médiatique, il y a un attrait économique, essayer au maximum d'ouvrir les portes et de dire ouais, c'est génial. Vu que c'est génial et qu'on adore ça, essayons de au maximum faire que plus de personnes puissent se joindre à la fête, quoi. Et ça, c'est un peu une métaphore de plein d'autres choses qui se passent dans la société. Donc et j'ai conscience aussi qu'en disant ça, c'est un peu un discours qui est idéaliste et on peut évidemment qu'en prenant la parole là-dessus, je m'ouvre à la critique, mais c'est le but aussi, c'est d'engager ces conversations. C'est un vrai sujet parce que il y a bien sûr, je pense que nous, on est dans ce milieu-là, on voit bien qu'il n'y a pas une forte mixité sociale dans le trail. Et moi, la limite que j'y vois un petit peu, et je sais pas si tu y as déjà réfléchi, c'est que ce qui est formidable dans le trail, c'est les territoires dans lesquels on court, mais du coup, la grosse limite, c'est que le trail ne pourra jamais devenir quelque chose d'autant inclusif qu'un marathon de Paris, quoi, parce que il y a beaucoup moins de dossards. Et c'est vrai que ça va être, je pense, une des réflexions globales que va devoir avoir notre sport dans les années à venir. Comment on organise la pratique? Parce que clairement, il y a aujourd'hui beaucoup plus de demandes de dossards que de dossards, et ça va être, je pense, un des vrais freins un peu au développement de notre sport. Et malheureusement, j'ai envie de dire, la logique économique risque d'être plus il y a de demandes, plus l'offre va augmenter, et donc pas forcément quelque chose de très favorable justement à cette mixité qu'on aimerait avoir, quoi. Ouais. Non, c'est sûr, il y a plein de problématiques qui sont à la fois complexes, mais aussi, je pense, super intéressantes parce que j'essaye de voir en fait, le verre, il est bien sûr à la fois moitié vide, à moitié plein, mais de voir qu'il y a une opportunité énorme à créer, en fait, avec la croissance de ce sport, qu'est-ce qu'on veut en faire? Et exactement ce que tu cites, hein, il y a des territoires exceptionnels. Si on reste sur l'exemple de la France, c'est une richesse de diversité de territoires qui est phénoménale. Et le trail, ça, évidemment que si tu prends l'UTMB, la Vallée Chamonix, le Tour du Mont Blanc, ça doit continuer à faire rêver. Ça fait partie de l'explosion de ce sport et ça va rester quelque chose qui est très important au calendrier. Mais j'espère qu'on peut continuer à aussi définir d'autres événements qui sont un peu marqueurs de l'idéal d'une expression du trail. Pas forcément en haute montagne, pas forcément avec des glaciers en arrière-plan, parce que c'est là où Mathieu t'a cité la crise climatique. Ces paysages-là, ils sont voués à disparaître dans tous les cas. Là, on n'est plus il faut essayer de les sauver. Et donc, ça, c'est des combats qui sont liés, et c'est pour ça aussi qu'il y a
ce besoin de réfléchir à un calendrier où ça veut pas dire qu'on doit faire forcément qu'un trail à Montmartre ou à Fourvière ou dans les grandes villes, mais même autour des grandes villes, comprendre comment on peut réfléchir à des parcours qui intègrent plus d'éléments différents et qui permettent à plus de populations de dire ah bah tiens ouais, moi aussi je vais essayer ça parce que finalement c'est pas si loin ou ça paraît pas aussi inaccessible. Ça fait plaisir de voir des athlètes qui se posent des questions larges sur leur sport, sur son sport, sur son impact. Et on va quand même passer un petit peu à la sujet de Chianti la quête du Golden Ticket, parce que c'est à la base c'est pour ça qu'on t'avait demandé de venir, mais le sujet est trop passionnant. Faudrait qu'on refasse un hors-série complet plus en profondeur avec toi. Une dernière petite question quand même sur ce sujet. T'es quand même ingénieur en parallèle de ta carrière sportive d'athlète sponsorisé, tout en portant aussi un discours critique sur le capitalisme, les systèmes actuels. Et je pense que tout ça, c'est quelque chose que je vis un petit peu aussi. Ça amène quand même pas mal de contradictions. Comment tu arrives à naviguer tout ça? Et est-ce que tu te dis qu'en étant dans le système, on peut avoir plus d'impact ou comment tu navigues un peu ces contradictions? Et je pense que tu t'ouvres aussi quand même pas mal aux critiques. Est-ce que toi, t'as déjà un petit peu subi ça ou pas? Ouais, mais de toute façon, la critique, c'est sûr que en prenant la parole et surtout sur des sujets plus engagés, forcément, je m'ouvre à la critique, c'est normal. Et je veux dire, s'il n'y avait pas de critique, ça veut dire que je ne serais pas allé aussi loin par rapport au sujet que je veux aborder. Et après, ouais, les contradictions, on en a tous tout le temps dans plein de sujets. Et moi, ça m'a longtemps bloqué. Ça continue en partie de me bloquer sur plein de choses. C'est pour ça que j'essaye de m'entourer et que je suis aidé pour même faire ces posts sur les réseaux sociaux. C'est moi qui écris, mais j'ai de l'aide autour de moi pour dire, OK, c'est bon, non, on peut faire ça. Enfin, parce que je me sens jamais légitime de prendre la parole là-dessus, du fait notamment de ces contradictions, enfin, mon job, est en partie le cas, mais je trouve que j'ai la chance ça fait 10 ans ce mois-ci que j'ai entamé ma carrière avec Oka en tant qu'ingénieur. Et là aussi, je commence à développer, on va dire, une position privilégiée où j'ai plus autant à apprendre dans l'entreprise, mais je peux aussi être un peu plus pointu sur des choses que j'essaye de mettre en place, peut-être plus piquant aussi sur certains sujets. Et ça veut pas dire que j'ai l'illusion de me dire non, je vais changer le système de l'intérieur. Enfin, voilà, Takers, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Il y a des revues trimestrielles d'investisseurs financiers. C'est le système capitaliste dans son cœur et dans son exécution même. Mais en même temps, du coup, j'ai des discussions avec des dirigeants de certaines marques, avec des personnes qui ont fait toute leur carrière pendant beaucoup plus longtemps que moi. Et ça, c'est intéressant de pouvoir, parce que maintenant, je suis assez identifié aussi en tant qu'athlète et avec mes prises de parole sur ah d'accord, Vincent, ça m'intéresse ces sujets-là. En fait, ça me surprend moi-même, mais ça me permet d'avoir des discussions que je pensais pas avoir, quoi. Donc, j'ai pas la prétention de dire que ça va changer la face du capitalisme. C'est pas mon but. Et ce serait bien illusoire de penser ça. Mais c'est un premier pas que d'enclencher des conversations. Et si ça peut amener sur des virages intéressants dans certains projets, des nouvelles réflexions qui n'existaient pas avant, c'est déjà un petit pas de gagné, quoi. Bon, mais merci d'ouvrir ces discussions en tout cas. Revenons un petit peu à l'entraînement, au trail running compétition. Cet hiver était clairement tourné, je crois, à l'entraînement autour d'un objectif que tu avais déjà eu l'an dernier, aller chercher le Golden Ticket pour courir la Western States, le 100 miles le plus relevé des States, je pense. Qu'est-ce que tu as voulu construire dans cette préparation? Est-ce que tu as fait des choix différents par rapport à l'hiver dernier où ça avait plutôt bien fonctionné avec, on le rappelle, une 3e place à Chianti sur le 120 km où tu vas courir dans quelques jours au moment où l'épisode va sortir, dans quelques semaines. T'as fait quoi à l'entraînement cet hiver? Est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, là, c'est la raison pour laquelle je voulais retourner, tenter d'aller chercher ce Golden Ticket. C'est déjà purement parce que, comme je disais, j'aime la compète et je reste quand même sur un gros échec à la Western States l'an dernier pour plusieurs raisons. Et voilà, j'ai envie d'y retourner pour continuer à comprendre comment je peux améliorer les choses et retourner dans la bataille.
Et avant même de parler de la Western, j'aime vraiment ce format de qualification de Golden Ticket parce que ça crée forcément des courses qui sont compétitives. C'était déjà le cas l'an dernier avant Chianti. Enfin, ce qui me motivait dans cette course, c'était ça va forcément me faire un hiver studieux, sérieux à l'entraînement parce que je sais qu'il y aura une grosse bataille pour ces qualifs. Et encore une fois, cette année, ça va être le cas. Après, l'autre raison pour laquelle on a choisi Chianti, c'est que ce changement familial avec l'arrivée de notre petite, là, ça va être notre premier déplacement avec elle, loin de la maison. Ça facilite les choses qu'on y soit déjà allé l'an dernier, qu'on connaisse un peu les lieux, qu'on puisse y aller en train. Voilà, on s'enlève un petit peu des éléments de difficulté pour une première course avec un bébé dans le wagon, quoi. Donc, voilà. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu des chiffres sur ton entraînement? Une semaine de prépa Chianti en hiver, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as eu le temps quand même d'aller skier un petit peu? Quelles sont les séances clés que tu as fait un peu dans cette période spécifique? Ouais, franchement, je suis vraiment content de mon entraînement. Je voulais essayer en fait de préparer Chianti en courant le moins possible, en me projetant, parce que j'aime bien courir toute l'année. Moi, j'habite à Annecy, donc faire un hiver où on skie tous les jours, Mathieu, tu as compris ça aussi. Il faut prendre la voiture un petit peu, c'est pas forcément évident depuis Annecy. Euh, donc en gros, je me suis tenu à courir maximum 5 jours semaine avec 2 jours d'entraînement 3D. Où de temps en temps, quand j'ai pu, je suis allé skier. En gros, c'était réveil très très tôt pour être sur les skis avant le lever du jour et pouvoir être rentré pas trop tard pour être à la maison. J'ai un peu arrêté parce que j'ai réussi à me faire une entorse à la cheville en chaussures de ski en sortant de la voiture sur un parking en glissant sur une plaque de glace. Donc là, il y avait geste technique quand même, malgré le fait de prendre toutes les précautions, de faire attention en ski. Et voilà, c'est avec la fatigue et l'inattention que j'ai eu ce petit pépin. Mais à part ça, l'entraînement, franchement, s'est bien passé. En termes de volume horaire, je sais pas, je dois être au maximum des semaines à 20, peut-être j'ai dû monter à 20-25 sur la plus grosse semaine avec des sorties à pied, j'ai dû monter jusqu'à une sortie de 6 heures. Et ça reste, évidemment, c'est conséquent en volume, mais ça reste efficace parce que ces sorties à pied, je pars de la maison, je dois revenir à la maison directement, il n'y a pas de transport. Donc voilà. Le but, c'était aussi d'aller à l'efficacité et de repartir sur un bloc où j'avais déjà des repères par rapport à l'an dernier. Comme l'an dernier, on t'a vu mettre un dossard en cross, au moins un. T'étais au quart de finale de cross à Passy. Ça s'est passé comment par rapport à l'année dernière où t'avais aussi couru? Tu te sentais mieux, pareil, moins bien? Ouais, c'est une bonne question. En fait, une autre raison que j'ai pas citée de projet Western, c'est de... Voilà, là, on est en train de... Vous l'entendez, non? Ou ça filtre Non, Ça vas-y. file. Non, c'est bon? Pour les Ah. auditeurs, Vincent est en train de prendre sa petite fille en même temps qui nous fait l'interview. Il arrive quand même à nous faire des réponses hyper pertinentes en manœuvrant la sucette, donc c'est très très fort. Non, ouais, Nico, pour la question sur le cross. En fait, ce projet Western, pour moi, il m'intrigue et il m'intéresse parce que c'est une course qui me fait peur en vrai. C'est une course qui me met la boule au ventre parce que tu regardes le plateau des favoris. Putain, c'est des athlètes qui courent à des vitesses, qui ont des références souvent sur piste ou sur route qui sont phénoménales et loin de temps que moi je pourrais jamais rêver faire pendant certains cas. Et le cross, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'adore ça dans le sens où j'en ai fait depuis tout petit, mais il y a toujours un côté où, avant la course, il y a toujours un peu la boule au ventre, quoi. Du coup, cette idée d'aller faire les crosses ou même de faire quelques séances de piste ou quoi dans l'hiver, c'est d'aller chercher des choses qui sont plus loin de ma zone de confort et bon, il y a un travail de VO2 max, il y a un travail de vitesse qui peut être intéressant, mais il y a aussi un travail mental pour moi. Et clairement, quand tu fais 30 minutes au carton à te batailler dans la boue, on s'en fout du chrono, on s'en fout des allures. Le but, c'est un peu déguiser ce côté compétiteur et d'essayer juste de se battre, quoi. Donc, non, je suis très content d'avoir pu. J'en ai fait 2.
un à la maison ici à Chavano, à Annecy, et un autre à Passy. Et c'était deux beaux parcours bien, bien exigeants avec les conditions. Donc non, c'était vraiment sympa de pouvoir faire ça. J'étais là de l'extérieur, c'était super sympa à suivre, et notamment ce mix d'athlètes qui est propre au cross, puisqu'on a tout, voilà, on avait une course au quart finale où on avait, outre Vincent, Antoine Charvolin, Benjamin Roubiol chez les trailers, puis Victor Moreau qui avait gagné la course, qui vient de courir le Semi de Paris en 1:3:15. Donc ouais, c'est vrai que c'est tout ce mix d'athlètes, et moi je suis toujours aussi content de voir un coureur comme Vincent qui est voilà, vainqueur de l'UTMB, qui vient se frotter là, qui finit à une place, je me rappelle même plus, mais assez anecdotique quoi par rapport à ton statut. C'est un quart de finale et t'as dû faire 6 ou 7, non, dans ces eaux-là, je crois. Ouais, peut-être, ouais. Et c'est vrai que je trouve ça beau parce que c'est une forme d'humilité aussi de venir se confronter à tous des coureurs qui, ouais, toute l'année préparent ces efforts courts. Donc c'est aussi des belles valeurs qui sont portées, je trouve, par les athlètes quand ils vont sortir un petit peu de leur zone de confort, ce qui des fois n'est pas le cas de tout le monde, et on le regrette un peu parce on se rend compte aussi du niveau athlétique des ultra trailers aujourd'hui, puisqu'ils bataillent même sur les champs de cross. Ouais, bah, c'est gentil, mais je sais que c'est quelque chose que tu as fait aussi, Nico. Donc, ouais, j'ai eu de l'inspiration bien d'autres avant moi. Et tu vois, pour revenir sur ce dont on discutait tout à l'heure, sur la progression du sport, là, il y a eu les championnats de France de cross le week-end dernier. Tu vois, il y a de la densité sur un événement comme ça. C'est incroyable. Et là, pour le coup, bon, c'est pas encore une mixité incroyable, mais il y a un peu plus de diversité, au moins d'où viennent les gens, où sont implantés les clubs. Et ouais, typiquement en France de cross, d'un point de vue compétition et humilité, en général, ça te remet en place, quoi, parce que tu... Ah, c'est la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle course de la course à pied en France, quoi, par la mixité, par le fait aussi que nous, on vit un peu dans un microcosme du trail, mais c'est vrai que le trail de haut niveau, on va pas se mentir, si t'habites pas dans des régions montagneuses, c'est quand même un petit peu complexe, quoi, d'exceller. Je dis pas d'être performant, mais d'exceller. Et c'est vrai que le cross, ça permet aussi à tous les clubs, toute la diversité de la France, de s'exprimer. Cette année, c'était un parcours dur entre guillemets pour du cross en Bretagne, mais c'est vrai que voilà, il y a des années c'est sur des hippodromes, c'est plus roulant, et c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir cette mixité. Et puis je pense que ça te parle aussi, mais le trail prend pour moi un peu des fois des directions beaucoup dans la com, et c'est vrai que le cross, c'est quand même la simplicité, l'humilité. Et c'est vrai que je pense, moi en tout cas, c'est des valeurs que je porte, et je pense que c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur. Et ouais, c'est vrai que c'est sympa. Le cross, j'espère qu'il y aura un championnat dans les années à venir un peu plus proche des Alpes notamment, pour aussi que les trailers puissent venir de manière un peu plus simple, parce que c'est vrai que là, c'est quand même un déplacement un peu mission en logistique quand on va au cœur de la Bretagne. Et c'est vrai que pour les trailers qui sont en début de saison, qui se préparent, c'est pas idéal non plus en termes de préparation. Et dernière petite question sur Chianti, parce que je reviens un petit peu au sujet. On sait que tu es quelqu'un de minutieux, tu étudies beaucoup les règlements, le matos obligatoire, le parcours. Est-ce que tu jettes aussi un œil à la concurrence? Est-ce que tu as regardé la liste de départ avec qui tu vas batailler pour ce Golden Ticket? Et est-ce que ça peut influencer ta stratégie dans la prépa ou dans la gestion de la course? Ouais, je regarde parce que enfin, je suis aussi un fan de ce sport, et du coup, ça m'intéresse évidemment. Et je sais notamment sur Chianti depuis un moment que Thomas, il sera pour se lancer dans ce projet western, ce qui est super. Après, même avant que la start list sorte, comme je disais, c'est ce qui m'intéresse dans cette course, c'est que il y a un peu, du fait de la qualif des 2 tickets pour la Western State, ça, en général, ça amène pas mal d'intérêt et pas mal de compètes. Donc franchement, ça change pas la manière dont je me prépare, parce que ce que j'aime dans l'ultra et dans les distances plus longues, c'est que oui, il y a un facteur de compétition et de concurrence directe, mais en vrai, il y a quand même un peu plus. Faut dérouler sa course, faut gérer d'abord son effort avant de se préoccuper de ce que font les autres, quoi. Donc non, moi j'ai hâte je sais que ça va être une grosse bataille, ça va pas être facile, et et ouais, hâte d'en découdre. On en profite pour te passer le bonjour de Thomas qu'on a eu hier en interview, et qui nous a dit de bien te transmettre ses salutations, et qu'il était il était déçu de s'être fait mal à la cheville, et que ça avait empêché de partager quelques séances avec toi.
Ouais, c'est vrai qu'on a discuté. Bah, je lui ai dit, pourtant, j'ai des super parcours où je fais 8 boucles d'affilée dans le Semnose. C'est génial. Je comprends pas pourquoi il est pas venu voir ça, quand même. Je comprends pas pourquoi il est pas venu. Et juste pour revenir par rapport à l'an dernier, on a connu peut-être une des courses les plus relevées de l'histoire du trail, en tout cas pour le podium. C'était parti très vite, j'ai l'impression, l'année dernière pour avoir été sur le terrain. T'étais vraiment t'as parlé du fait de dérouler ta course, t'étais vraiment en gestion l'année dernière où ça allait au début ou tu trouvais ça vraiment rapide mais t'étais en mode bon, il faut s'accrocher. Non, franchement, c'était vraiment. J'avais pas la sensation qu'on partait si vite. Je pense une des raisons, c'est que il pleuvait à seau d'eau et on n'avait pas chaud, quoi. Donc à mon avis, dans les montées, on était un peu à pousser un peu le tempo pour se réchauffer. Et moi, honnêtement, ça me faisait bizarre l'an dernier, avant la course, qu'il y ait autant de lumière qui soit mise sur Jim, Kylian et moi, parce que me mettre sur le même pied d'égalité avec ces deux-là, ça me faisait bizarre. Et du coup, mentalement, je me disais vraiment, ok, bien sûr, il y a Jim et Kylian, mais il y a aussi plein d'autres athlètes qui vont être là pour la bataille. Du coup, j'étais surprise qu'on se détache aussi vite, tous les trois. Et Andreas Reidater qui a décroché même assez vite. Et en fait, j'ai eu des soucis qui l'an dernier. C'est là où j'ai commencé à avoir mes soucis de ventre qui m'ont embêté toute la première partie de saison. Ouais. Ça va beaucoup mieux de ce point de vue-là. Donc, j'en rigolais avec un peu dans mon entourage d'entraînement, à dire je refais la même course, juste j'évite les soucis de ventre et c'est bon, ça devrait le faire, quoi. Mais trop bien, on a hâte de suivre ça et on espère que tu seras bien épargné pour. On espère qu'il fera meilleur. Ouais, j'espère qu'il Non, il fera faut qu'il pas. fasse froid comme ça, ils vont un petit peu plus vite, c'est ça le secret. Je suis un peu frais, alors on a accéléré. Ouais, on verra. En vrai, Ouais. en vrai, s'il y a juste un poil moins de boue quand même que l'an dernier, ça serait top. Mais bon, on verra. On prendra ce qu'il y a. C'est un tout petit peu moins dur. J'ai regardé le parcours, c'est un tout petit peu plus facile cette année. Il y a un peu moins de dénive. Ouais, ils ont changé deux, trois petits passages, donc j'ai vu. Bon, mais Nico sera au bord des sentiers de toute façon pour suivre Génial. ça en envoyé spécial et puis t'encourager. Et question de conclusion, à part la Western, est-ce que tu te projettes sur d'autres dossards cette année ou est-ce qu'on pourra te suivre cette saison? Ouais, c'est compliqué de se projeter au-delà. J'ai pas l'expérience et le CV de Kylian à dire ouais, je serai là à Cardinal et à l'UTMB derrière. J'ai pas ce niveau-là à la fois de confiance et même enfin, c'est des courses bien sûr qui continuent de me faire rêver. Donc, enfin surtout l'UTMB, Cardinal, c'est un peu là beaucoup plus loin de ma zone de confort. Mais c'est compliqué d'avoir une certitude à ce moment-là. Et c'est pas le but non plus. Enfin, moi, j'aime bien prendre les choses les unes après les autres. Et là, bah, je parle de ce projet Western, mais la Western, c'est complètement hypothétique. Faut sortir la course à Chianti et aller chercher ce Golden Ticket d'abord. Donc, finalement, ça me plaît d'avoir un peu ces plans de saison théoriques, mais il faut d'abord passer le premier cut, quoi. Donc, ouais, je sais pas encore de quoi sera fait la suite. Chaque Et chose en juste son une temps. dernière question. La Western, ça s'inscrit aussi dans un projet plus global, familial, de retourner aux US chaque année, par exemple. Ça permet de joindre un peu les deux aussi, non? Il y a cette Ouais, dimension-là aussi. complètement, ouais. Je suis une des autres contradictions où je parle de sujets d'environnement et je vais prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde pour faire une course. C'est un contre-exemple. C'est pas une démarche qui serait à reproduire mais c'est un déplacement où en fait en Californie j'ai à la fois le siège de mon entreprise, donc toutes mes équipes de travail qui sont basées pas loin de là où se passe la course, et on a une grosse partie de la belle famille et plein d'amis puisque j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. Donc on savait qu'avec la naissance de notre petite, on voudrait y aller pour y passer un moment, qu'elle puisse rencontrer une bonne partie de sa famille. Et donc, ouais, ça s'inscrit dans une dimension perso, une dimension professionnelle et la dimension sportive avec un challenge qui m'intéresse vraiment en tant qu'athlète, quoi.
Bon, Vincent, on va pas te prendre plus longtemps. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Ouais, avec Je plaisir. pense que tu as beaucoup de micros qui sont tendus, mais celui de notre podcast sera toujours ouvert pour discuter de n'importe quel de ces sujets qu'on a abordés aujourd'hui. J'avais plein d'autres questions on n'a pas eu le temps d'approfondir, mais ce sera avec plaisir qu'on referait ça. Et puis de toute façon, on va suivre ta saison avec attention. C'est gentil. Bah, merci encore pour l'invite. Bonne continuation Merci à à vous. toi, Vincent. Salut Vincent, ciao. Salut. Bye. Allez, merci beaucoup à Vincent Bouillard pour son temps et pour avoir échangé avec nous sur sa prépa Chianti et sur son projet western. On va pouvoir passer désormais à la dernière rubrique de cet épisode, les recos de la quinzaine by Uptrack. Et on commence tout de suite avec la reco de Théo. Personnellement, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à me concentrer sur les actualités autour du sport ces dernières semaines. J'avoue que la guerre au Moyen-Orient, je trouve ça absolument catastrophique et je me suis un peu désintéressé du sport. J'ai du mal quand même à comprendre qu'avec tant d'évolution et de richesse dans le monde, on puisse en arriver là. Et du coup, pour tenter de compenser, enfin je sais pas si ça peut vraiment compenser, mais une petite douceur musicale pour faire un petit peu de bien, c'est le nouvel album du groupe brésilien Gilson qui est sorti la semaine dernière avec un album qui est pépite encore une fois. Nico, t'as une reco ou une reco football? Et oui, une reco de mon premier sport, le foot, et d'une époque où j'étais un passionné. J'achetais tous les magazines France Football et 11 Mondial. À l'époque, ceux qui connaissent ça sont plus tout jeunes. Et c'est un documentaire de l'équipe Explore qui s'appelle Denouex, le jeu, J-E-U, avant le jeu, qui retrace la carrière de Reynald Denouex, qui, pour ceux qui connaissent pas, était un entraîneur historique du FC Nantes et notamment la formation à la Nantaise, puisque pendant une quinzaine d'années environ, il a été directeur du centre de formation et on raconte toute l'histoire et notamment le fait que c'était pas aussi vertical qu'on peut le penser dans le monde du football avec le centre de formation et puis l'équipe première, mais vraiment quelque chose de presque horizontal entre le coach du centre de formation et puis le coach historique Jean-Claude Ciodo qui était à la tête de l'équipe 1 et puis et voilà toute cette construction du jeu à la nantaise et ça retrace du coup la carrière de Reynald Denouex qui après a été un très grand entraîneur dans le foot espagnol après sa carrière en France et c'est vrai que moi ça au-delà de ce qu'il y avait ça m'a rappelé aussi un peu ouais mon enfance et notamment cette équipe de Nantes 1995 qui avait été je crois invaincue jusqu'à la 34e journée du championnat de France avec je fais de tête mais un trio magique en attaque Patrice Loco, Nicolas Wedek et puis je me rappelle plus Arrêtez-le. du troisième mais Malheureusement, voilà je pourrais vraiment pas t'aider une belle là-dessus. reco. 95, c'est un peu tôt. Et ouais. Non, mais c'était vraiment, ça m'a replongé dans mon enfance. Donc pour les boomers comme moi, ça leur parlera peut-être. Magnifique. Moi, c'est un documentaire que j'ai vu passer, que je vais m'empresser d'aller regarder dès que possible. Mathieu, ta petite reco. Recommandation podcast pour moi cette fois. Anthony Berthoud lance son podcast et ça me fait vraiment plaisir. Sûrement une des personnes les plus compétentes mais aussi les plus humbles de France dans le domaine de la nutrition au sens large. Il connaît vraiment les mécanismes en cascade des moindres micronutriments, le fonctionnement du corps et des cellules sur le bout des doigts. Mais son expertise passe aussi par les impacts sociétaux, environnementaux, toxicologiques de nos choix alimentaires. Et donc j'ai tellement hâte de découvrir la suite des épisodes alors qu'il n'a pour le moment sorti qu'un premier épisode de 40 minutes qui explique ce qu'on va retrouver dans ce podcast. Et rien qu'avec ça, on est déjà sur une masterclass de pédagogie, d'information, d'inclusion et de prise de recul dans les conseils. J'étais déjà fan de ces différents travaux et ouvrages, mais je sens que je vais le devenir encore un petit peu plus avec ce podcast qui devrait nous permettre de faire encore plus de choix de nutrition en conscience. Avec aussi, dans son podcast, on va retrouver une dimension autour du sport et de la performance, donc ça me parle doublement. Ça va faire du bien dans cette cacophonie de conseils qui nous viennent de partout autour de la nutrition. Foncez vous abonner au podcast d'Anthony. Magnifique. Et moi, je termine avec une reco documentaire, un documentaire Arte que j'ai vu récemment en lien étroit un petit peu avec l'actualité politique. C'est l'histoire de Max, étudiant français qui a connu les universités américaines en 2014 et qui 10 ans plus tard, à la veille du second mandat de Trump, retourne voir les personnes avec qui il était devenu ami pour comprendre ce que leur parcours raconte de l'évolution de la société américaine. Donc
c'est à la fois très encourageant et un petit peu flippant de voir comment une société peut aussi vite évoluer en fonction de la personne qui gouverne son pays. C'est une mini-série en 4 épisodes avec quand même une petite morale à retenir à la fin qui moi m'a assez marqué. C'est Max, donc l'étudiant, qui le dit à la fin, qui dit que garder du lien même avec les personnes qui ne pensent pas comme nous politiquement, c'est une première façon de résister. Donc voilà, à méditer. Et voilà, j'invite toutes celles et ceux que ça intéresse à aller voir ce joli documentaire Arte, qui s'appelle, pardon, j'ai même pas dit le titre, qui s'appelle High School Radical. Comme d'habitude, de retrouver les liens directement dans la description du podcast. Merci beaucoup les amis pour ce magnifique épisode 39 avec de magnifiques invités. Très content de vous avoir pu proposer cet épisode. On espère que ça vous aura plu. On vous dit bien sûr... on vous donne rendez-vous bien sûr sur le canal Instagram YouTubeX pour échanger avec nous, et puis surtout en commentaire YouTube, en commentaire Spotify, en commentaire de tout ce que vous voulez, et surtout en note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et on se dit à très bientôt les amis. Salut. Ciao, ciao. Salut à tous.